Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 20. La grande menace des robots. Salut les auditeurs et bienvenue au 20e épisode du podcast dont vous êtes le héros. Comme d'habitude, moi c'est Xavier et cette fois j'ai un invité surprise avec moi. Je vous présente un grand ami à moi, Fred. Salut Fred. Salut Xav, merci pour la présentation et merci pour l'invitation. Donc une première pour moi et je suis très content de venir sur le podcast dont vous êtes le héros. Merci. Bah, c'est cool. Bah oui. Alors avec Fred on fait d'autres podcasts ensemble. On parle pas mal cinéma. Et on en fait un surtout qui s'appelle donc VHS Massacre. Voilà, avec Fred, donc on discute, critique et analyse des films. Alors souvent on parle des reboots, des remakes et on compare avec justement les originaux aux nouveaux. Donc voilà, c'est un vrai plaisir qu'on a. Mais Fred Migaud depuis un moment, voilà, sur le podcast dont vous êtes le héros. Et je me suis dit tiens Fred, comme tu lis pas mal de romans, tu lis beaucoup, c'est le moment de t'inviter sur ce podcast. Bah oui, alors, on avait déjà parlé un petit peu en antenne. Moi, les livres d'autres héros, je suis pas aussi fan. Je suis allé très vite au jeu de rôle en fait. J'en ai eu quelques-uns entre les mains, vers 12-13 ans. Et bizarrement, moi, j'ai pas joué aux grandes sagas d'Heroic Fantasy. J'ai plutôt les joué aux bouquins avec des thèmes uniques. Et celui qu'on a fait ce soir là, on en parlera plus tard. Il fait partie de cette série-là et donc ça fait plaisir de rentrer dans cet univers par un peu ces one-shots qui sont un peu éloignés de l'Heroic Fantasy. Tu connais un peu mon aversion pour l'Heroic Fantasy en ce moment, vu que il y a un raz-de-marée, on va dire quoi. Donc là, le thème était bien sympa. Ouais. Écoute, moi ça me rend vraiment heureux de t'avoir amené un petit peu dans ces livres. C'est vrai que c'est un univers tous les deux où moi après les solos et multijoueurs, je veux dire quand je dis multi c'est Donjons et Dragons, ça peut être toute la ribambelle, des beaux jeux des plateaux, crayons et tout sur table. Donc le jeu de rôle, bien sûr, et puis le jeu vidéo, jeu PC. Mais toi, je sais que c'était plus voilà, donc beaucoup moins les livres dont vous êtes le héros, malgré que tu connais bien sûr leur histoire, leurs origines, et tu connais un peu les romans clés, je veux dire le sorcier de la montagne de feu, les choses comme ça c'est une fois qu'on fait du jeu de rôle, on connaît les choses comme ça. Mais toi donc tu t'es orienté un peu plus aussi vers les wargames. C'est ça, oui. Alors moi, pour faire une petite parenthèse, c'est vrai que moi, les jeux dont vous êtes le héros, je les connais plus par leur couverture que par les histoires en elles-mêmes. En fait, tu connais via le Games Workshop, parce que c'est les mêmes créateurs, je veux dire Steve Jackson et Ian Livingstone. C'est les gars qui ont créé le wargame le plus connu, Warhammer et 40 000. Pour être franc avec toi, c'est toi qui me l'as appris, donc tu vois, je comme ça, d'écouter les podcasts dont vous êtes le héros, parce que ça, je l'ai appris. Et ouais, j'étais un grand fan de tout l'univers Warhammer, on a fait les jeux de rôle papier, après on a joué Warhammer 40 000. Bon, pour être franc, on en fait encore à 35 ans, pour vous dire. Mais il n'y a pas d'âge pour s'arrêter, c'est toujours bon pour l'imagination. Toujours bon pour l'imagination. Mine de rien, c'est tactique. Faut connaître son adversaire, c'est pas si facile. Moi, j'ai passé 2 ans ou 3 ans à pas gagner une bataille, donc je sais ce que c'est. Oh la vache. Et surtout, on est entre potes, et ouais, c'est des super moments. Après, le trip collection, je pense que maintenant, c'est devenu un peu une arnaque, c'est super cher. On va pas aller là-dessus. Ouais, après, on peut toujours parler d'eBay pour ça, Ouais, moi j'ai des amis qui sont fait une armée entière sur eBay, là c'était pas cher. Ouais, voilà, je veux dire, après il y a les choix, c'est vrai que faut investir, Et un peu ce charme d'époque, je trouve, qui est un peu parti, où c'était beaucoup moins cher avant. Maintenant, aujourd'hui, t'as l'impression de voir beaucoup plus d'unités et de soldats, mais ça fait un peu trop facile pour se faire du fric, un peu comme l'avant-dernière version de Donjons et Dragons, la version 4, où tu sentais vraiment ce côté où on fait beaucoup plus de volume, beaucoup plus de séries, et tu sais que c'est, bon les gars, on sait que vous faites ça, c'est pour qu'on paye plus, quoi. Il y a eu un côté marketing à un moment, les codex ils faisaient 30 pages. Moi pour ceux qui connaissent, moi j'ai une armée hétéroclite qui est composée de la première version à la 4e version. Ouais, c'est ça, je pouvais pas jouer avec toi avec mes taux parce qu'on n'avait pas les mêmes règles, quoi. Comme les taux c'était un peu plus tard. Bon, ça pour après c'est une diversion, mais bon, c'est vrai que moi je savais pas donc que Steve Jackson, tout ça, ils avaient c'était eux qui, franchement, chapeau, parce que pour avoir été aussi créatif, inventer tant de trucs qui ont marqué les époques, parce que du coup, on en parle encore de les vous êtes les héros, Warhammer, ça continue. Ah ouais. Les jeux de rôle, c'est plein de bourre, donc tant mieux, franchement, respect pour ces gars-là. Ah bah ça, on peut aller encore plus loin, Je veux dire, Ian Livingstone, c'est quand même le créateur des Eidos, dans le monde des jeux vidéo. Ouais, mais je sais, en plus, ils trifouillent partout, ils sont malins, c'est des mecs qui vont dans les différents médias, ils veulent raconter des histoires, et ouais, puis on disait l'importance du Seigneur des Anneaux au cinéma, on peut dire que eux, l'importance au niveau Heroic Fantasy, elle est énorme parce qu'ils ont pratiquement tout inventé, on peut dire. Ça, c'est un énorme impact, c'est de grandes têtes, ça c'est sûr.
Bah voilà, et Fred, vite fait, avant qu'on commence à parler justement, qu'on dise à nos auditeurs, bon ils le savent déjà, hein, vu le titre du podcast, mais avant qu'on attaque le livre, vite fait un petit mot ou deux là sur la préparation, comme on joue tous les deux pas mal à Blood Bowl, il y a le 2 qui sort bientôt. Donc voilà, tous les amateurs de football américain, version orc, elf et tout le monde de l'Heroic Fantasy, hein, avec l'humour bien sûr du classique Blood Bowl. Donc il y a le 2 qui sort bientôt. Fred, moi je trouve ça top, hein. J'espère que ça sera un peu plus customisable. Tu sais, les petits détails, les petites choses, que chaque personnage qu'on a soit un peu plus individualisé. Tu sais, qu'ils ont chacun vraiment leur âme, leur esprit sur le terrain, que ça soit moins ton orc défense 3, que ça soit plus ton maximum Grotus numéro 47, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, même au niveau des héros, par race, t'avais pas excessivement toujours de choix. Ouais, tu sais, ça fait plus la chair à viande que tu balances sur le terrain, et puis voilà, t'as tes offenses, tes défenses, ils ont pas trop de personnalité, donc j'espère dans le 2 ça sera un peu plus. Mais après, pour être franc, moi je les ai pas, j'ai traîné beaucoup le 2 sur Xbox. Après, les versions PC, la nouvelle, j'aurais voulu y jouer plus, mais comme tu sais. Ouais, tous les deux on joue à la version, c'est quoi, Epic, là où il y a tout dans. Ouais, la version, puis aussi la version donjon qui est différente. Ouais, avec les pièges et tout, quel bordel celui-là. Encore une fois, ouais, c'était une bonne idée de mettre du football américain dans le monde de Heroic Fantasy. Et j'ai même vu après une photo sur internet, je sais pas si c'est une arnaque, mais il y avait un Blood Bowl Warhammer 40 000. Ah, c'est pas, non, sérieux? Ah. Mais je pense que c'est un mec qui avait fait un photomontage, mais c'était une bonne idée. Allez, ça tire dans tous les sens. Dans ce cas-là, je me demande comment tu fais pour ramasser la balle. Tu fais un speedball, je sais pas, il y a plusieurs balles. Ouais, c'est ça, avec les véhicules. Avec les véhicules, à l'arnaque. Alors, on remarque pourquoi il y a des véhicules, hein, les nains, ils ont des véhicules, hein, dans le... Ouais. Bah écoute, voilà, juste pour présenter un petit peu, je crois que tout le monde a entendu en effet que on se marre bien dans l'univers de l'Heroic Fantasy, hein. Ça c'est sûr que ça fait partie de notre monde, hein. Donc Fred, sans plus tarder, qu'est-ce qu'on a lu et de quoi on va discuter? Alors là pour cette première, pour moi, on a lu un bouquin donc de Steve Jackson. Spontanément, j'ai oublié le nom du illustrateur. Tu dois savoir, toi. Alors c'est Steve Jackson avec Gary Mays. Alors Fred, détail très très important. Alors ce n'est pas le Steve Jackson anglais que l'on connaît tous, hein. Cette fois c'est l'américain Steve Jackson. Alors c'est vraiment improbable, hein, que dans l'univers des livres-jeux, il y ait deux écrivains exactement du même nom, hein. Mais voilà, une petite différence, malgré que les deux fassent, qu'ils ont une place très très importante dans le milieu du jeu de rôle. Alors Steve Jackson, l'américain, celui qui a donc écrit ce livre, et Fred, il a aussi écrit deux autres livres qui sont donc Le démon des profondeurs et Le marais aux scorpions, si je me trompe pas. Steve Jackson américain, donc très connu par son emblème, hein, sa boîte de distribution, de production, des Steve Jackson Games. Alors Steve Jackson Games, bien sûr, le plus connu, c'est celui qui a tellement de versions aujourd'hui, c'est Munchkin. Et connu aussi dans le monde du jeu de rôle par le système, la participation énorme au système GURPS. Ah, c'est lui qui avait fait GURPS. Voilà, il avait travaillé dessus. Si je me trompe pas, il avait bossé sur le développement du système GURPS et a écrit quelques extensions, des livres. Donc voilà, il y a pas mal de choses là-dessus. Mais moi, je toujours trouvé ça un détail assez marrant. Donc ce qui est intéressant, c'est sur la publication de ce livre. Il y a bien écrit, Steve Jackson et Ian Livingstone présentent. Alors c'est un peu le petit avant-propos qu'ils mettent sur les nouveaux écrivains, en fait, les gens qui viennent participer donc à la saga des Fighting Fantasy, les défis fantastiques. Et donc voilà, on a l'américain Steve Jackson qui a donc écrit ce livre. Alors Fred, le nom d'origine du livre, c'est Robot Commando, donc qui a été traduit bien sûr en français par La Grande Menace des Robots. Alors l'illustrateur, comme on en a parlé juste avant, Gary Mays, il est assez connu dans le monde des livres dont vous êtes le héros, parce que c'est aussi l'illustrateur de La Planète Rebelle et Le Chasseur des Étoiles. Alors on peut dire que tous ces trois livres, c'est un peu sa saga science-fiction chez les Fighting Fantasy. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de titres de science-fiction dans les défis fantastiques. Non, c'est assez limité, ouais, dans l'ensemble. J'ai noté, je crois qu'il y en a 4, ouais. Donc, ça serait sympa à voir, pourquoi pas, ouais. Mais est-ce que celui-ci peut être considéré comme de la vraie science-fiction? Je sais pas, faudrait voir. La méca-fiction? Ouais, la méca-fiction. La méca-fiction. Alors ce livre a été publié en 1986 par la maison anglaise Puffin Books, et donc il fait partie, comme on a dit, de la série des défis fantastiques. C'est le 22e livre de la série,
Et hélas, aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'annonce pour le republier. Alors c'est peut-être justement à cause de sa critique. Alors pourquoi on a choisi de parler de ce livre? Bah écoute, moi je trouve que c'est vraiment un livre qui se distingue vraiment, comme on a dit avant, particulièrement des autres livres dont vous êtes le héros. Je voulais qu'on en parle parce que c'est vraiment un bon délire quand même, ce livre, Fred. Bah, c'est vrai, on peut le raconter. En fait, on voulait que je vienne sur le podcast pour la première fois et on s'est dit, on va prendre un truc qui change vraiment des autres. Et, c'est ça, ouais, on fait du nouveau partout, quoi. Bien, voilà. Et celui-ci, il se détachait vraiment du lot parce que, le combat de mecha, déjà, c'était différent. Les dinosaures en plus, là, ça devient what the fuck. Et c'était drôle à faire. Ouais. C'est ça, c'est what the fuck quand on le lit, celui-là. Hein. Ouais, c'est what the fuck. Après, on reviendra sur comment ça a été fait, mais en fait, c'est une one shot. C'est tout va vite, on est en pleine rébellion et voilà, on se prend pas la tête, on arrive, boum, c'est un livre comme ça et je pense qu'il a mis en place certains mécanismes. Moi, j'ai trouvé sympa, voilà. Alors, justement parlons parce que là, on s'adresse surtout aux auditeurs qui connaissent le livre. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, rentrons un petit peu plus et dans l'explication. Donc, ce que je pourrais dire, Fred, celui-ci, c'est un livre dont vous êtes le héros où on incarne un jeune guerrier en fait qui est sur une planète où vivent des dinosaures et bien sûr les humanoïdes contrôlent des robots. Alors, ce ne sont pas seulement des robots un peu à la Transformers, qui ont leur propre intelligence artificielle, ce sont des robots qui sont pilotables, comme on voit dans la saga américaine MechWarrior, mais surtout bien plus connu dans Macross, donc qui est connu en Amérique par le nom Robotech. Donc là, les robots, bien sûr, certains modèles se transforment carrément en avions, méca-avions. Et bien sûr, on peut choisir dans le livre justement d'appliquer cette règle de transformation. Forcément, là, tout de suite, Fred, moi, ça me fait penser à Macross. Bah, c'est vrai que surtout sur 2-3 dessins où on est aux mains justement des robots adverses, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Robotech Macross. Moi, je connaissais sur Robotech. Et un petit côté Transformer, on va dire pour le design, c'est un mélange des deux. Ouais. Après, ils ont pas pris ce parti-là parce que comme tu disais, RoboJox et Dino Rider, c'est plus ça en fait. Ah ouais, bah écoute, si on va un peu plus dans la pop culture, pour moi c'est simple, ça me fait penser à deux éléments principaux. T'en as nommé un des années 80, mais c'est le film RoboJox. Alors pour ceux qui ne savent pas, RoboJox, c'est un film, je me souviens plus de l'époque, mais qui est réalisé par Stuart Gordon. C'est un film en fait qui a coûté tellement cher qu'il a coulé le studio à l'époque. Mais voilà, c'est un film où on voit, je crois que il n'y a plus de guerre mondiale. En fait, ce sont deux contrôleurs de mecha qui se battent l'un contre l'autre pour défendre leur propre pays. Et le gagnant, voilà, emporte le pays qui doit être conquis. Donc c'est pas mal comme idée, ça évite de faire plein de morts sur Terre. Et donc le film est complètement loufoque, délire, il y a énormément de stop animation, il y a d'énormes maquettes, on est dans le série B, carrément. Mais voilà, moi ça me faisait penser à ça, surtout l'ambiance de ce livre. Et comme on parlait juste avant qui est des dinosaures, Fred, moi ça me fait penser à Dino Riders. Tu te souviens de ce dessin animé quand on était môme? Alors je me suis souvenu quand j'ai vu les photos, alors là gros flashback. On se souvient plus des jouets en fait que de la série télé. Ah oui, alors la série télé, je savais même pas qu'il l'avait fait. Bon, c'était un peu. Ah oui, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc Dino Riders, c'était un dessin animé pour vendre des jouets bien sûr, qui vient des USA, mais les jouets étaient quand même assez fantastiques. C'était des dinosaures, certains avec quelques piles et pouvaient marcher, et bien sûr par-dessus les dinosaures on mettait tout un attirail de guerre. Donc c'était un peu le Tyrannosaurus Rex, et sur son dos il y avait une station de missiles, le Stegosaurus avec un bélier, enfin je me souviens plus, mais c'était carrément dingue, les Tyrodactyles avec une station de largage de bombes. Et c'était des jouets assez impressionnants. Mais c'est vrai que je me souviens en voyant l'affiche, c'était méga violent. En fait, tout le monde se tire dessus. Bon, là, pour pas qu'ils te font tirer sur l'armure des dinosaures, mais en fait, ils se trucident. Puis en plus, il y avait les méchants, c'est des espèces de dinosaures humains. En fait, c'était bizarre. Ouais. Bah pour ceux qui veulent en savoir plus, je crois que les publicités sont toujours sur YouTube. N'hésitez pas à taper Dino, D-I-N-O, R-Riders, R-I-D-E-R-S, et vous allez voir quoi. Ce sont les pubs bien rétro années 80 qui en mettent plein la gueule quoi, sur des dinosaures qui sont en train de se charger dessus avec une panoplie de plastique accrochée sur eux. Mais moi je me souviens, j'en voulais toujours quand j'étais gamin, c'était fantastique, mais bon voilà, bien sûr on peut pas avoir toujours ce que l'on veut. Non, je crois que moi je les ai pas eu les Dino Riders, donc. C'était des jouets assez chers si je me souviens, parce qu'ils étaient assez grands. Mais il y a une règle, quand t'étais petit, plus c'était un dinosaure, plus c'était cher. C'est ça. Ils sont pas cons. Et Jurassic Park n'était pas encore sorti, donc t'imagines. Bref.
Alors Fred, justement, en parlant de tout ça, de la pop culture, un peu de ce livre, donc pour moi, tu vois, le choix et les statistiques parce que bien sûr le livre applique des règles assez spécifiques, on contrôle un robot, ça me fait vraiment penser dans ce cas-là à un jeu vidéo. Hein. Je veux dire, quand Steve Jackson il a conçu ces règles, j'avais vraiment l'impression de jouer à MechWarrior, donc la fameuse série de jeux PC. La description de l'univers au début du livre, ça me faisait penser vraiment à des visuels du tout premier Gundam, donc Gundam qui était conçu, le premier par, excusez-moi sur la prononciation, mais c'est Yoshikazu Yasuhiko, qui est aussi le réalisateur, tiens, on en a parlé dans un de nos podcasts, de ce film Venus Wars, mais aussi de Crusher Joe. Donc Crusher Joe, c'est une saga SF. Je crois qu'il y a un OAV, et puis il y a 2 petits après par la suite. Le premier est vraiment excellent, on dirait c'est du calibre, tu sais, peut-être pas Miyazaki, mais ça me fait penser à du gros calibre Disney des fois au niveau de l'animation. Et bien sûr, un autre OAV bien plus connu qui est Arion. Que je ne connais pas. Ah, je me disais que j'allais te surprendre, que tu connaissais. Bon, Arion, voilà, il est un peu plus connu en France. Il a eu quand même une bonne distribution en VHS et en DVD. Alors, Fred, pour ce qui est des dinosaures, on n'est pas dans le style Dino Riders. Voilà, hélas, il n'y a pas toutes ces plateformes de missiles, tête chercheuse. Ah, attends, il y en a quand même un qui est pas mal. Ah bah merde, je l'ai pas rencontré dans ce cas-là, moi. Bah écoute, tant mieux, dans ce cas-là, mon point il tient. Alors voilà, comme je disais, c'est vraiment du MechWarrior, du Robot Jox. On est dans un univers complètement loufoque, dingue, mais qui se prend au sérieux, quoi. Mais malgré ça, j'ai vraiment l'impression de jouer, tu vois, un livre qui se prend vraiment pour un film série B. Et ça marche. Je trouve que l'ambiance y est parfaitement. Donc c'est assez sympa. Alors pour donner des références à nos auditeurs qui sont un peu plus jeunes, on peut donner comme référence Pacific Rim, Fred. Ouais, Pacific Rim, oui, sur certains airs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de combats de robots, en fin de compte, c'est peut-être les combats les plus importants. Voilà, donc, sans la fusion mentale. Oui, sans la fusion mentale, ouais, c'est juste du pilotage, mais c'est vrai que la notion de pilotage est quand même bien retranscrite dans le bouquin, parce que les différents robots, ils ont des caractéristiques différentes, donc ça se joue tout de suite, on fait des vrais choix. Tu vois, c'est marrant, quand on dit Pacific Rim et fusion mentale, je pense tout de suite à l'origine, à Evangelion. Ça me fait penser à ça. Mais écoute, ouais, ça nous fait vraiment plonger dans un autre univers. Hein. Et puis, connaissant donc l'américain Steve Jackson, c'est sûr et certain qu'il se donne à 100%, avec des nouvelles règles. Il y a des nouvelles petites choses. C'est pas des nouvelles règles, c'est plus de détails en fait au niveau des règles, au niveau du contrôle des robots. Là où il s'éclate. Le cheminement, j'ai envie de dire tu vois, c'est tout un peu faux mais vrai, il est un peu complexe, mais c'est plus un sort de cheminement de jeu de rôle. Tu vois, on a plusieurs villes, on va se balader dans plusieurs endroits. C'est moins linéaire en fait, c'est un peu, on choisit où on veut aller, de gauche à droite, hein, on choisit dans quelle ville, il faut aller dans certaines villes pour accéder à d'autres. Mais en tout cas, ouais, ça me fait penser à un sort de blockbuster série B après avoir lu ce livre. Ça c'est sûr. Et puis on en parlera un peu plus après avoir discuté de l'histoire pour vous donner un peu plus notre critique là-dessus. Alors Fred, sans plus attendre, je te propose qu'on s'écoute un morceau de musique pour se mettre dans l'ambiance. Bah vas-y, je suis chaud, vas-y. Alors ce livre, voilà, peut-être qu'on est en mode avion, les bastons spatiales. Bon, il y en a pas dans le livre, hein, mais il y a quelques bastons dans les airs. Je te propose qu'on s'écoute un morceau du Konami Kokeya Club. Donc c'est l'orchestre symphonique, l'orchestre de composition de Konami qui réadapte les morceaux de leurs jeux vidéo en orchestre symphonique ou rock'n'roll. Et là, je te propose d'écouter, si je me trompe pas, ça vient de Gradius, c'est le morceau Boost Up.
il est bien, ce morceau, ça me donne envie de jouer, me faire une petite partie à l'ancienne, pas toi? Ouais, d'aller dans une salle d'arcade. Il y en a une dans le jeu d'ailleurs, tu l'as faite? Ouais, c'est clair, je l'ai fait, et puis elle est importante. C'est la salle qui va nous découvrir un petit peu pas mal de petits secrets. Bah là-dessus, moi je suis pas d'accord, je trouve que ça sert à rien cette guide. Tiens, on en parlera un peu plus tard. Alors Fred, parlons des règles et du synopsis. Alors les règles, bon, de là rien ne change, on est vraiment sur le système de base du tout premier défi fantastique, le sorcier de la montagne de feu. On a notre habilité, endurance et chance. Les nouvelles règles se sont plus sur les commandes des robots. Fred, parle-moi-en un peu plus. Donc en fait, les robots, ils ont aussi leurs caractéristiques qu'on peut énumérer vite fait. Une des caractéristiques de défense qui représente leur point de vie, une vitesse qui est un facteur comparatif, sachant qu'on peut prendre la fuite, il faut comparer les vitesses des robots, donc ils vont de lent à très rapide. Mais aussi sur le fait de porter un coup. Sur le fait de porter un coup, oui, c'est savoir s'ils ont l'initiative, exact. Et aussi donc après un bonus de combat en fonction du véhicule piloté, sachant que tous n'ont pas des bonus ou certains ont des bonus sous certaines conditions. Voilà. Ouais, ils ont différents armements en fait. Il y en a qui ont des bonus, c'est ça que tu veux dire, non? Des armes, des boucliers réflecteurs, des lasers, des missiles. Oui, puis aussi qu'en fait il y a des robots qui sont prévus pour le combat, et puis des robots qui sont plutôt des robots utilitaires, donc ça se présente dans le fait qu'ils sont, donnent pas de bonus en combat, mais ils peuvent être plus résistants. Par contre, dans certaines situations, ça peut servir. Disons qu'on est mal barré si on se combat avec un robot taxi. Bah, je sais pas à quoi il sert celui-ci. En plus, le dessin il est moche, Ouais. avec ses grandes jambes là. Ouais, c'est ça, taxi insecte environ. Non, mais tu le prends si t'as perdu ton robot, parce que je crois que c'est possible de faire 2-3 points. Ouais, bah c'est ça. En fait, tu ne meurs pas tout de suite si ton robot explose, non? Non, tu meurs pas tout de suite. Donc bon, ça arrive souvent que tu meurs dans ton robot aussi. Ouais, ça dépend si tu déjectes avant, mais là, bon, on est en train de créer les règles. Donc il y avait le système des robots qui était intéressant. Alors il y a aussi un système où on peut upgrader les robots. Ouais, alors il y en a pas beaucoup, et puis en fin de compte on le met un peu sur tous les robots, parce on a toujours le temps de le démonter, soi-disant. Et il y a aussi certains robots où il faut qu'on trouve un manuel ou un accessoire qui permet de découvrir de nouvelles fonctions ou de mieux le comment dire, pas le programmer mais le piloter. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui donnent des bonus intéressants selon les circonstances. Alors faut les trouver en plus. C'est pas si simple. Non, c'est ça qui est assez sympa dans l'aventure quand même. Et puis les endroits où il se trouve, c'est assez logique quoi. C'est pas vraiment tu le trouves dans la carcasse d'un dinosaure. Oui, non, mais chercher dans ce jeu-là, c'est toujours intéressant, même s'il y a 2-3 choses trappes. Moi, je trouve que le truc qui est sympa, il y a l'histoire des codes couleurs par rapport au chapitre, tout ça. Je pense qu'ils les ont déjà fait dans le bouquin. Ah oui, justement, quand on parle à nos auditeurs, comme on saute là-dessus, ce livre, il nous présente une règle assez sympa qu'on retrouve dans d'autres, mais il y a certains paragraphes qui sont cachés. Et pour arriver à ces paragraphes-là, bien sûr, le livre nous donne des détails, tu sais, ça nous dit, bon, ajoutez 1 au numéro que vous avez trouvé sur le code secret. Donc si le code c'est 22, il faut aller au paragraphe 122. C'est ça. Et donc ça c'est bien, je pense que c'est pour éviter la triche. C'est ça, ouais. C'est assez sympa, ça donne vraiment l'envie de relire le livre plusieurs fois et de vraiment vivre l'aventure, de connaître tous les petits secrets. Et en parlant de ça, revivre l'aventure. Alors, faut savoir qu'il y a 3 fins alternatives. Il y a une espèce d'intro dans le bouquin, il vous dit qu'il y a 3 fins alternatives. Et il semblerait qu'on ait fait les 3 fins différentes, nous. C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, on garde pour pas faire de spoiler, on en parlera un peu plus tard. Mais justement, quand tu me fais penser à ça, Fred, donc, il y a 3 fins alternatives. Ce qui est assez intéressant, c'est dans les livres dont vous êtes le héros, souvent, le dernier paragraphe, c'est le 400. Le 400, c'est la résolution, sauf dans celui-ci. Le paragraphe 400, voilà, ce n'est pas celui de la conclusion. Alors, je sais qu'il y en a d'autres aussi. Il y en a aussi où il y a le paragraphe 401. Mais voilà, celui-ci, il a ce petit détail, contrairement aux autres. Et c'est aussi l'un des rares livres dans la série Défis Fantastiques qui propose, voilà, comme on a dit, plusieurs fins successives. Contrairement au fait à beaucoup de livres, tu sais, on nous propose plusieurs chemins pour arriver à une seule fin positive. Donc là, voilà, au lieu de certains livres nous donnent plusieurs morts possibles, celui-ci va nous donner plusieurs succès. Et c'est assez sympa, les succès sont assez différents et ça permet vraiment de vivre une histoire qui se termine différemment. Ça permet de s'amuser. Si on met un marque-page qu'on arrive vers la fin, voilà, on peut vraiment s'éclater à voir comment les choses peuvent tourner autrement. Pour le coup, on va dire que j'ai fait 3 fois. Une première fois, j'ai foiré, j'ai recommencé, j'ai réussi du 2e fois. Pour les 2 fois où j'ai réussi, j'ai pas du tout vécu la même aventure. Ah, sympa. On retourne, c'est sûr et certain, dans les mêmes endroits, les mêmes bâtiments.
Mais voilà, après si on prend un marque-page, c'est assez sympa. Si on veut pas perdre trop de temps, il y a un paragraphe qui est assez connu, c'est celui de la ville qui se trouve au centre. Si on colle un marque-page là-dessus, on peut redémarrer le jeu à cet endroit-là et chercher d'autres objets secrets et se balader autrement. Donc ça, c'est un peu sympa. Ce livre permet vraiment, de marquer des endroits clés comme des sauvegardes. Bah, c'est ce que j'ai fait pour la première fois et je crois que je suis mort. Je suis mort 4 fois d'affilée. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais dans une boucle. Et là, si je suivais les règles, je pouvais plus sortir, donc j'ai recommencé depuis le départ. Et là, après, ça s'est bien passé. Ouais. Alors voilà, on a parlé pas mal du livre, toute son histoire, ses options, sa différence. Alors Fred, est-ce que tu nous parles un petit peu justement tu nous racontes le synopsis? Ouais, alors le synopsis, il est simple. Vous habitez dans un ranch, vous élevez des dinosaures. Tout d'un coup, la planète voisine, elle attaque. Donc c'est les Calazariens. Ils envahissent votre continent, la Tauronie. Tous les habitants sont endormis, sauf vous. Donc l'aventure commence. C'est vous le héros, et il faudra que peu de temps apprendre à manœuvrer les robots pour combattre vos adversaires. Il faudra trouver le moyen de réveiller vos compatriotes, tout en échappant aux cruels envahisseurs et aux dinosaures de toute espèce qui maintenant errent en liberté dans les villes et les forêts. Donc on le voit, c'est de la pure aventure, c'est la révolte, on se lance avec son robot et c'est parti, on va sauver le monde. Quoi. Donc on discute un petit peu de notre aventure, on se jette dedans ? Vas-y, je t'en prie, à toi l'honneur. Bah écoute, juste avant qu'on saute dedans, on se met un deuxième morceau de musique, histoire de se montrer un petit peu l'ambiance que c'est, les combats de robots dans ce film. Fred, je te propose qu'on s'écoute un morceau du film, on a parlé un peu plus tôt, Robot Jox. Donc c'est un morceau composé par Frédéric Talgorn, et je te propose qu'on s'écoute de la bande originale le morceau intitulé Crash and Burn. Ouais, c'est bien dans le thème, j'espère que c'est bien épique aussi. C'est bon combat de mecha en stop animation avec un côté vraiment rétro années 80. De toute façon, c'est ça, le livre il est rétro aussi, donc c'est parfait. C'est parfait. Bah, je te dis à toutes. À toutes.
Ah, ça destroy, là, hein. Ça destroy dur, ouais. Creation. Je sais pas si tu avais vu ce film, mais tu l'as vu ou pas, Robot Jox? Bah non, encore une fois, tu m'apprends quelque chose. Mais... Quand les robots, ils se donnent des coups de poing et tout, t'as vraiment des chutes, tu vois bien que c'est des maquettes en plastique. Ouais, mais là, j'ai pu voir qu'il y a des spectateurs, c'est à l'ancienne, quoi. On dirait pellicule sur les caches. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, ça a ce côté c'était série B, mais les combats de robots sont vraiment amusants, hein. Et puis ce sont des belles maquettes, malgré ce côté kitsch. Allez, sans plus tarder, on plonge dans le livre, Fred. Ouais, alors donc on a fait 3 fins différentes, on a eu le même début. On a le même début, en effet. Donc je te laisse commencer ou tu veux que j'y aille? Bon, vas-y, je te laisse l'avantage vu que moi j'ai fini 2 fois, juste pour voir si t'as fait les mêmes choix au départ du coup. Ok. Bon, Fred, je me réveille dans le ranch. Voilà, je m'aperçois qu'on est le seul qui n'est pas endormi. Le premier choix s'impose. Quel robot décidons-nous de conduire ou plutôt piloter? Donc, on a un robot qui s'appelle le robot Cowboy, c'est ça? Ouais. Ouais, je suis pas fan du nom Cowboy, moi. Je trouve que ça se prête un peu mal à l'univers. Je m'attendais un petit peu à des noms un peu plus robotiques, mais pourquoi pas, où on a le robot avion. Bon, vu que c'est le moment de se bouger un petit peu le cul, moi je prends le robot avion. Et je commence à me diriger vers la ville, je prends le choix de la ville de la science. Et toi, premier choix? Bah ouais, pareil, alors la première fin, ouais, j'ai pris la libellule, là, et j'ai pris la... Ouais, ça me fait penser un peu au vaisseau de Dune, quand tu dis libellule. Alors, mon premier combat, c'est avec un ptérodactyle. Donc, ça va, j'arrive à l'abattre. Et puis, je continue, et en arrivant vers la ville de la science, alors la ville de la science qui s'appelle donc Ville Grand Savoir. Donc voilà, on a le choix d'aller soit à Grand Savoir ou Industria. Donc on a choisi tous les deux d'aller à Grand Savoir. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite, Fred? Donc j'arrive vers la ville, j'atterris mon robot et là je croise un autre robot. Donc tu vois, le livre tout de suite nous présente pas mal de choix. Hein. Question robot. Là c'est un robot travailleur. Donc ça ressemble à un robot. Tu sais comment ça s'appelle, bulldozer. Bon, je décide de garder le robot avion, bien pratique, malgré que c'est pas un très bon robot de combat. Donc j'arrive dans la ville et je me dis bon, tout de suite, quels sont mes choix? Alors dans la ville de Grand Savoir, on a le musée de Toroni, l'école de guerre, l'école de médecine et la réserve des dinosaures. Alors sans plus tarder, je me dis que c'est important, il faut trouver une formule, il faut faire quelque chose pour réveiller les gens, quoi, à cause de l'invasion extraterrestre. Donc je me dis que c'est le moment d'aller au labo. Donc je me dirige vers l'école de la science, c'est ça où il y a le laboratoire. Donc je me dirige dans l'école, je trouve un labo, et là je vois qu'il y avait un médicament qui était en train de formuler. Et c'était un médicament pour guérir de la torpeur. Je me dis bon bah bingo, c'est parfait. Bingo. Alors je suis les instructions, je suis en train de créer l'antidote, et là à ce moment-là j'entends des bruits derrière une porte. Je me dis bon, c'est vachement important quoi, il faut que je prenne le risque, il faut vraiment créer l'antidote. Donc je reste, je continue à finir l'antidote et j'ai bien fait de rester car je découvre qu'il faut un ingrédient frais. Donc c'est un ingrédient qui est un bout d'une plante mangeuse d'hommes. Les bruits augmentent, donc j'arrive à prendre cette donnée, je finis à la création de l'antidote et voilà, il me manque plus que ce bout-là, ce bout frais, qu'il faut que je retrouve sur la planète. Et là, qui pénètre dans le labo, mais des alligators géants. Alors apparemment, je crois que c'était peut-être des alligators où ils faisaient des tests sur eux. Ils sont assez dangereux. Je décide de m'enfuir et j'arrive vraiment de justesse à me barrer du laboratoire avec environ 1 litre de la potion quasi finie. Alors à préciser la couleur de la potion peut-être. C'est très important. Bah pour l'instant, elle est bleue, c'est ça? Elle est bleue. Elle est bleue, voilà. Alors à toi, Fred. Bah moi, pareil que toi, j'ai pris la libellule. Donc on précise la libellule, en fait, c'est qu'elle est très rapide, mais c'est vrai qu'elle a pas beaucoup de points de vie, donc c'est son seul, mais elle est volante. Donc moi c'est pour ça que j'ai pris aussi. Comme toi, j'ai dit le plus urgent c'est de réveiller tout le monde pour avoir de l'aide. Ouais. Donc moi j'ai foncé au labo et donc je me suis attardé le plus possible avec cette information, oui, sur la plante carnivore, plante mangeuse d'hommes à trouver pour avoir une potion fraîche. Ouais. Ok. Donc et pareil, j'ai fui devant les alligators parce qu'ils étaient 3. Donc, ouais, un peu dangereux. On va pas se battre contre des alligators. Après cela, Fred, je me suis dirigé vers... Bon, ok, j'ai l'antidote, il me manque ce fameux bout, je finirai par bien trouver une jungle un peu plus tard où je pourrais trouver ce bout de plante mangeuse d'hommes. D'ici là, il faudrait que je m'équipe. Alors, si je veux m'équiper, il faut que j'apprenne un peu plus qui sont nos ennemis, les Calazariens. Donc je décide de me diriger vers le bâtiment de l'école de la guerre.
Alors, en allant vers ce bâtiment-là, je croise un robot calazarien à l'entrée, avec bien sûr son pilote à l'intérieur. Le truc, c'est que j'ai pas d'habit militaire calazarien, donc c'est clair que je fais un peu à la tâche sur la feuille blanche. Je me dis, allez, je tente ma chance et j'essaye de passer sans souci. Car le mec il doit se dire, tout le monde est endormi. Donc s'il y a un mec qui marche comme ça doit être un calazarien comme moi. Alors, j'ai réussi ma chance. Et j'arrive à rentrer à l'intérieur du bâtiment. Alors, vraiment du bol. Là, à ce moment où je rentre, je vois qu'il y a 2 robots. Je dis des robots Macross. Ce sont les robots calazariens qui sont les robots méca qui se transforment en avions de chasse. Donc il y a ces 2 robots-là qui atterrissent. Et là où je me retrouve justement dans l'école de la guerre, c'est une salle où se trouvent 3 livres très très importants qui sont présentés en face de moi. Alors ce sont un peu les reliques de notre planète. Alors je me dis qu'est-ce que je devrais choisir comme livre? Alors je choisis celui sur Vilgard. Vilgard, voilà, c'est un peu une citadelle, une citadelle ou une station, une base qui est cachée en fait, qui est assez spécifique. Et le livre me donne une référence à noter, qui est très important, qui est le numéro 22. Enfin, ça me dit qu'il faut suivre la référence sur la carte 22. Après, voilà, la petite règle entre parenthèses, c'est que une fois que le livre me demandera, il faudra que j'ajoute un numéro en face du 22 et ça me donnera le paragraphe. Donc je me dis ok, ça va être intéressant. Donc là, je commence à bouger, je me dis c'est bon, j'ai les informations qu'il me faut et je sors par l'entrée. Là, je vois qu'en fait, les 2 nouveaux robots qui ont atterri, les pilotes sont sortis de leur robot. Pourquoi pas, c'est le moment que je me pique un robot Macross. Donc un bon robot de guerre, ça sera bien plus important que notre robot Liminule. Donc les pilotes sont à l'intérieur de l'école en train de surveiller ce qui se passe et là j'arrive à piquer le robot. Mais en fait une fois que je monte dedans je me rends compte que je connais pas du tout les commandes vu que c'est un robot extraterrestre, qui est mené par un autre peuple. Mais bon, je le connais assez bien pour pouvoir le transformer et me barrer. Donc je peux pas le contrôler à 100%, mais voilà, j'ai hérité d'un nouveau méca de guerre. Alors toi t'es allé où? Moi c'est pareil, je me suis renseigné sur le Vilgard. T'as fait la même chose aussi. J'ai fait la même chose et c'était trop tentant leur mecha. En plus c'est les meilleurs robots du jeu, je tiens à le dire. Ils ont les meilleurs armements, les adversaires, c'est pas juste. Et donc moi je l'ai pris et je l'ai plus quitté le robot. Ah sympa. Moi je l'ai quitté au bout d'un moment, j'en ai choisi un autre. Non mais ça c'est le meilleur. Et il est pas mal, mais j'ai une préférence pour une autre. Je t'en dirai un peu plus. Mais en fait je me trompe, j'ai dû le quitter à un moment. Aussi ouais. J'ai quitté un moment, ouais. J'ai essayé de récupérer par la suite. Ouais. Alors, par la suite, Fred, je me suis dirigé vers le musée. Alors, quand on est au musée, on peut décider justement d'en apprendre. Il y a un robot, qui vient nous accueillir et qui nous propose, si on veut, de faire le tour historique du musée, d'en apprendre un peu plus. Le souci, c'est que le temps nous est compté. Il faut faire vite parce qu'il y a quand même une armée d'occupation sur la planète. Mais je me dis, le plus je peux en apprendre sur les calazariens, le mieux ça sera pour nous. Donc j'ai décidé de suivre le robot et d'apprendre leur culte, leur histoire, qui sont ces gens-là. C'est là où j'apprends la règle du duel. Donc le duel, encore une fois, pourquoi est-ce que je nomme Robot Jox? Ça me fait carrément penser à ça. La règle du duel, c'est que 2 hommes, chacun du clan adverse, doivent se confronter dans un match 1 versus 1, et le gagnant justement détermine quel peuple gagne la bataille. Donc je me dis que c'est parfait. Le livre me dit de retenir le numéro 111. Ok, je retiens le numéro. Et là, je commence à quitter le musée quand un robot Mecha Godzilla, alors c'est vraiment un robot un T-Rex mécanique, c'est du Mecha Godzilla à 100%. C'est ici que je parlais, qui est impressionnant quand même. Lui, ouais. Non, il est en train de défoncer le musée. En fait, les calazariens, ils l'ont mis en route et il est en train de marcher sur tout. Enfin, les gens ont dormi, en train de détruire le musée. Et donc il a réussi à tuer les gens, les calazariens qui l'ont mis en route par accident, je sais pas pourquoi ils l'ont mis en route. Et le livre nous dit justement peut-être qu'il faudrait l'abattre ce robot, parce que si on le fait pas, il risque de faire encore plus de dégâts vu sa puissance. Alors Fred, moi je décide de perdre du temps, c'est assez important, si je peux sauver des habitants de la ville. Allez, j'utilise le nouveau robot Macross et j'éclate, je fais en sorte de bien éclater le robot Mecha Godzilla pour qu'il arrête d'effondrer les bâtiments sur les citoyens qui sont endormis. Alors écoute, on continue. Donc toi aussi t'as le numéro 111, la règle du duel. Ouais, exactement. Alors ça, c'est pareil, c'est dans ma fin alternative. Dans la première, j'avais pas eu cette information-là. Moi.
J'avais eu des trucs sans intérêt en fait. Je m'étais un peu perdu là-dedans et ça servait à rien. Quoi. D'accord. J'ai appris pour la deuxième fin que j'avais faite et on va dire que c'est une règle qui sert bien. Bah, oui, c'est l'une des fins qui nous est proposée. Alors, écoute, sans pas trop en dire, on garde ça pour la fin. Alors, le prochain endroit où je me dirige, moi, c'est vers le ranch des dinos. Donc, en gros, Jurassic Park. Moi, c'est typiquement Jurassic Park. Alors moi, je l'ai zappé cette phase-là parce que comme j'ai déjà foiré une première fois par différents cheminements, bref. Ok. Je crois que ça va te plaire. Alors, ce qui m'est arrivé, moi, Jurassic Park. Non, je disais oui, j'ai fait par la suite. Après, sur l'autre cheminement, j'ai vu ce que c'était, mais pour celui-ci, non, je l'avais zappé. En fait, je me suis rendu 2 fois de suite, moi. Un peu plus tard dans l'aventure, après pour la deuxième. Mais là, pour cette première fois, donc je fouille l'administration. Donc, en fait, quand on arrive à Jurassic Park, on a une énorme enclos, mais à l'avant, on a 2 bâtiments. On a un bâtiment administratif, et puis on a un sorte d'hangar sur le côté à droite. Alors Fred, je commence à fouiller le bâtiment administratif, au cas où il y a des papiers, des choses qu'il faut, d'importance. Je trouve rien du tout. Je trouve une porte qui amène vers un bureau. Mais dès que je touche à CE, je me fais électrifier, donc tout de suite c'est un système de sécurité qui me propulse sur le mur, donc je prends un tout petit peu de dégâts, pas trop. Je me rends compte qu'il n'y a rien du tout. Le livre par contre me propose quelque chose d'intéressant, c'est si vous cherchez quelque chose, rendez-vous à ce paragraphe. Je dis ok, il y a quelque chose de spécifique à trouver, mais hélas je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce que c'est, donc tant pis. Ouais, moi cette fois-ci, la première fois, je sais pas ce que c'était non plus. Donc écoute, tant pis pour nous. Hein. Donc je quitte le bâtiment et je vais tout de suite explorer l'autre bâtiment qui se trouve juste à côté. Et à l'intérieur, bon, bien sûr, avant de rentrer, il y a écrit danger, ne pas rentrer. Tu sais, il y a tout de suite tous ces warnings qui alertent tout de suite notre 6e sens. Ah, peut-être qu'il faudrait pas entrer, mais je me dis pourquoi pas, c'est l'aventure, faut en profiter. Donc je rentre dans le bâtiment et c'est là où on voit à l'intérieur, on découvre un robot qui s'appelle donc le Super Cowboy. Alors c'est une version améliorée du robot Cowboy qui est plus un robot qui me fait penser un peu à Optimus Prime des Transformers. Du dessin animé. Et ce robot-là, il a un amplificateur en fait qui s'appelle le Dino Blast. Et en fait, ça fait des dégâts si on se fait attaquer par les dinosaures. Ok, Fred, je suis à Jurassic Park, c'est peut-être le robot parfait, donc je décide de monter à bord de celui-ci. Voilà, donc j'ai laissé le robot Macross à l'extérieur. On va dire le robot calazarien. Et puis je décide d'aller dans l'enclos. Alors, c'est là où je me fais attaquer par 2 Triceratops. Donc je les confronte, les pauvres, j'ai pas envie de les tuer, donc mais ils me laissent pas le choix, ils sont vachement balèzes. Je peux te dire que le robot Super Cowboy, il prend quand même pas mal de dégâts, mais le système Dino Blast permet quand même de bien me protéger. Je remarque qu'il n'y a rien du tout à retrouver dans cette zone, donc voilà, à part ce robot pour l'instant, je décide de quitter. Et puis je vais voir ce qu'il y a d'autre. Et toi ? Moi, dans l'aventure, quand j'ai réussi la première fin alternative, oui, moi aussi j'ai utilisé le cowboy. Le combat il était difficile, mais quand j'ai une chance de newbies pour les caractéristiques... T'as roulé des 5 et des 6 ? Bah, j'ai fait 12, 19, 12, tu veux. Eh purée, t'es pas n'importe qui, t'es vraiment le héros, toi. Ah ouais, bah ouais, moi j'étais taillé pour l'aventure. Ça tombait bien. Donc moi, tous les combats, la plupart du temps, je les faisais. À part 2-3 exceptions, ou avec le homicide qu'on a déjà cité. Moi, ce que je suis en train de me rendre compte, c'est qu'en fait, avant de passer ici, j'ai fait un petit détour par la jungle. Alors, je sais pas si pourquoi j'ai fait ça. En fait, c'était par rapport à l'histoire de la plante, comme on avait dit. Ouais, en fait, c'est un autre endroit. Donc, une fois qu'on quitte Jurassic Park, moi, j'ai appelé l'autre endroit Jungle Planet. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, je sais que dans le livre, bien sûr, ça s'appelle Jungleville. Jungleville. Ouais. Voyons, quel nom. Ah bah, c'est assez sympa ce qui se passe à Jungleville. Est-ce que tu te souviens, toi ? Sachant qu'en fait, il n'y a rien dans la ville, tout est dans la jungle. Tout est dans la jungle, c'est ça. Donc, de toute façon, moi, je décide pas d'aller en ville, hein, parce que c'est sûr et certain qu'il y a des forces calazariennes. Donc, je me dirige tout de suite dans la forêt. Et c'est là où, en entrant, je détecte un ancien robot. Tu l'as trouvé aussi ? Ouais, non, mais j'ai tracé, moi. T'as tracé ? Ok. Bah écoute, moi j'ai trouvé un ancien robot tout pété, et à l'intérieur, c'est assez bizarre, Fred, je trouve un sorte d'ordinateur brouilleur, donc il a l'air un peu pété, mais voilà, ça a l'air d'être un objet assez intéressant. Donc je me dis ok, bon, allez, je l'emporte, je le laisse dans le cockpit, hein, puis je reprends ma route, et là je me dirige un peu plus dans les profondeurs de la jungle, et je vois qu'il y a un chemin qui se divise en 2. Apparemment c'est dangereux à gauche, et vaut mieux aller à droite. Mais je me dis, bah non, il faut que j'aille là où se trouvent les plantes carnivores, donc c'est sûr et certain qu'il faut que j'aille là où c'est dangereux, donc à gauche. Je trouve une fleur au sol, qui est exactement le type de fleur que je cherche pour finir l'antidote. Parfait, non ? Bingo ? Bah exactement, bingo.
Après, par contre, ça se complique un petit peu. Ouais, bah vas-y, raconte ce qui se passe après. Et ben, on est devant cette plante, on peut soit l'examiner, soit se rapprocher, ou soit continuer. Et en fin de compte, bah, toi, tu vas me dire ton choix, parce que c'est très important. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai décidé de la ramasser tout de suite et de la mélanger dans la concoction pour faire l'antidote. Et là, on voit l'antidote qui est en train de se transformer, prendre une autre couleur. Mais à ce moment-là, on se fait attaquer donc par 2 plantes carnivores qui lancent leur sorte de tentacules autour de nous et qui essayent de nous manger. Un joli combat, et on est bien fiers de la buter, celle-ci. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Donc voilà, on arrive à ses fins, on arrive à s'échapper. Et puis, on a justement réussi à créer l'antidote. Voilà, donc l'antidote, maintenant, qui est d'une autre couleur, si je ne m'abuse. Alors, si je me trompe pas, Fred, je crois qu'on s'est trompé. Au début, l'antidote, elle n'est pas verte, puis elle devient bleue. Non, elle est bleue tout de suite. Ok, et donc après, elle devient... Bah, si tu mélanges la plante, elle devient violine. Violine. Ah, ok. Je crois que je viens de comprendre pourquoi j'ai pas réussi à sauver les citoyens. Parce que si t'as fait ça, la couleur a changé. C'est pour ça que tu m'as dit que t'avais pas réussi. Ouais. En fait, j'ai mélangé, mais j'ai oublié que c'était violine. Parce que j'ai trouvé la plante, mais j'ai oublié que ça devenait bleu à violine. Pas de chance pour moi. Bah écoute, voilà, c'est bien, j'apprends là à l'instant. Pour nos éditeurs, vous allez voir un petit peu pourquoi moi j'ai raté. Fred a donc réussi avec le remède. Donc tout frais le remède. Ça, tout frais. Hein. Donc je quitte la zone et je décide moi de me rendre à Industria. Ouais, Industria, c'est chaud là-bas. Industria, c'est la ville où on comprend, c'est là où ils créent donc les robots en fait. C'est là où se trouve la raffinerie, où ils créent les batteries, le fuel, tout ce qu'il faut pour les robots. Donc Industria, tout de suite, j'ai pas envie de rester en hauteur, parce que ça c'est sûr et certain que les forces calazériennes doivent être partout, hein, vu que c'est là où sont construits les robots, où se trouve la source principale hein, pour le fonctionnement des mechas. Donc je décide tout de suite de rentrer dans les souterrains d'Industria. Alors les souterrains, je les imagine, c'est plein de tuyauteries un peu partout, un peu comme ces raffineries qu'on a aujourd'hui, les raffineries de pétrole, où c'est des couloirs de tuyaux avec des échafaudages, des passerelles un peu partout. Je veux dire grave erreur, non? Écoute, moi ça s'est bien passé, donc bah tiens, tu veux nous raconter ce qui t'est arrivé? Apparemment, toi, quelque chose d'horrible, oui, non? Ah non, mais moi j'ai cru, pour moi c'est un chose trap ce passage-là, parce que comme je me suis remis à la première fois ce jeu-là, quand ça faisait longtemps que j'ai pas joué, bon, je suis mort 4 fois, j'ai dit, et celui-ci pour moi c'était quoi qu'on fasse, c'était un chose trap. Alors peut-être que je suis passé à côté, j'ai fait 2 fois, les 2 fois je suis mort, donc je me suis dit, bon, à cet endroit-là, ça sert à rien. T'y vas pas alors? Bah non, j'y suis pas retourné. Ok. Bah écoute, moi je suis allé, je crois que j'ai trouvé à peu près tout, donc je crois que ça va t'intéresser là. Bah ouais, tu vas en prendre des trucs du coup. Alors c'est parti, donc je rentre dans les souterrains, Fred, bien lugubres, comme je te disais, et tuyaux partout. Et là je trouve de plus en plus loin un monte-charge, en fait une salle où se trouve un monte-charge à méca. Ouais, le monte-charge, je connais le monte-charge. Donc on me dit si je veux monter dans le monte-charge ou si je veux aller un peu plus loin dans les couloirs qui continuent à descendre. Bon, c'est un monte-charge à robot qui va me ramener à la surface, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc je décide d'aller un peu plus loin. Et là on me dit qu'on peut prendre l'escalier qui monte ou qui descend. Je me dis non, allez, on continue à descendre. Et là on arrive dans une salle où se trouve en fait un ascenseur tout fin. Donc il y a une sorte d'ascenseur, on dirait un ascenseur secret. Donc je décide d'aller dedans. La description du livre, c'est un ascenseur turbo en fait, où on sent le lancer vers le sol, et dès qu'on arrive, on rebondit, on se cogne la tête sur le plafond de l'ascenseur, qu'on arrive à un certain étage. Et en parlant des étages, justement, je peux en choisir plusieurs, Fred. Il y a plusieurs étages dans l'ascenseur. Et là, on me propose d'aller au 10e, qui sont les dététroniques. Je peux donc rendre au 6e, qui sont les dynamiseurs, le 3e, qui sont les armes, et le 2e, qui sont les transcodeurs. Alors tout de suite, je me dis, bon, les transcodeurs, ça peut être sympa, ça. Allez, on commence par cela, et puis après, je me rends aux armes, et après, je me tire, parce que ça risque d'être un peu dangereux. Donc je décide de me diriger vers l'étage des transpondeurs, et c'est là où je découvre un casque en fait, un casque à méca qui m'aide à mieux les diriger, car il a un système micro qui peut se relier au robot. Donc voilà, ce qui me donne des points d'habilité en plus, bien sympa pour le contrôle des robots, hein. Donc bien plus maniable. Et puis après je continue et je me rends donc, comme je te disais, à l'étage des armes. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent, et là, en face de moi, se trouve un robot qui dit que je dois quitter les lieux, ou sinon, tu sais, il fait feu sur moi. Bon, c'est l'étage des armes, c'est sûr et certain que je peux trouver un bonus assez sympa. Allez, je me bats contre le robot, j'arrive à le défoncer.
J'arrive même à l'exploser. Et par la suite, je fouille l'étage et c'est là où je trouve en fait un missile tête chercheuse qui peut être facilement monté sur un mecha. Donc il peut être facilement démontable et remonté sur un autre. Donc c'est un peu un objet de customisation sur le mecha. Bah écoute, après voilà, avoir trouvé cet ascenseur secret, je me fais 2 objets en poche, un casque de contrôle et ce sort de missile tête chercheuse. Donc voilà. Par la suite, Fred, moi je me suis pas tardé dans Industria, ça me semblait vraiment dangereux, donc je quitte la ville. Et le moment où je commence à me tirer, à rentrer dans mon robot, c'est là où il y a des robots tripodes qui commencent à entrer en ville. Et là, complètement Robotech, à fond 100%. Donc j'arrive à me battre contre eux, j'arrive à les exploser, j'en profite pour utiliser mon missile à tête chercheuse. Je me dis bon, c'est parfait, j'imagine que ça peut me servir plus loin. Mais là, vaut mieux, parce que mon robot, il avait pris déjà pas mal de dégâts. J'arrivais à en faire exploser un, j'arrivais à abattre l'autre. Les forces ennemies commençaient à arriver en support, mais ils sont un peu loin et je me dis bon, ces robots ils sont quand même assez bizarres. Peut-être que je devrais fouiller l'un des cockpits, l'un des robots. Donc je sors du mien et c'est là en fait où je trouve une énorme plaque de blindage sur l'un des robots. Et donc voilà un autre objet de customisation que je peux ajouter à mon robot pour ajouter justement de l'endurance en plus. Donc une plaque de blindage, anti-laser, missile, tout ce qu'il faut. Donc je ramasse ça, et puis là je décide de m'enfuir. Alors moi je te disais que j'avais une mauvaise expérience Industria, parce que ou bien je mourais là dans le monde charge qui se cassait, ou bien je survolais la ville et je me faisais bouter dehors par exemple. Ah merde, et c'est quoi le monde charge qui se casse? Bah c'est alors je crois que c'est ça, tu parlais que t'as un espèce de traquenard à un moment, si tu descends, tu dans les rues, dans les bas-fonds, tu descends et quoi qu'il te fasse, tu meurs. Donc, Ah ouais, le monde charge il se pète, c'est ça, il tombe, et puis... le monde charge il se perd, toi t'as beau monter, descendre... ouais, il faut aller... Volt, peu importe. Ouais, je me suis pas... je me suis jamais trop attardé, quoi. Ah bah écoute, c'est un peu dangereux, et t'as rencontré aussi les tripodes à l'extérieur? Les tripodes, ouais, tu les rencontres, comme ils sont sur l'ombre, c'est un combat qui est bien chiant. Ouais. C'est assez balèze, ouais, assez balèze. Donc Fred, par la suite, allez, il est temps de se rendre ailleurs. Donc là, on sort d'Industria et on a le choix donc de se rendre vers Grand Savoir, Jungleville ou Ludis. Et le livre nous propose aussi de nous rendre à un endroit secret, où on nous propose d'ajouter 1 devant les 2 numéros qui nous sont proposés. Donc qu'est-ce que t'as fait toi par la suite? Alors moi dans cette fois-ci, moi je l'ai connu par la suite le numéro spécial là. Moi pour être franc là, j'ai pas pris le même cheminement tout de suite. Moi je suis parti à Grand Vent, à Toron, c'est ça tu veux dire? Oui la station météorologique là. Ah, à Port-Tempête. Port-Tempête, pardon, Grand Vent, excuse-moi. Grand Vent, c'est ça, Grand Vent. C'est la cité des vents, Port-Tempête, ouais. Sinon, c'est vrai qu'une fois, j'avais eu l'information dans une autre quête et ouais, j'ai voulu voir ce que c'était exactement. Toi, t'as pris le... Bah, en fait, je me suis rendu d'abord à Ludis, donc apparemment c'est la ville arcade. Alors ça, tout de suite, il fallait que j'aille visiter. Alors moi, comme moi j'ai déjà dit, mais je sais pas trop. Elle est pas géniale cette ville, franchement. Je vais te raconter des petites choses alors. Peut-être tu vas découvrir des anecdotes. Je l'ai faite, j'ai trouvé des trucs, mais... Ouais. Alors, raconte-moi un petit peu Port-Tempête. Ah, et Port-Tempête, donc on survole. Donc moi, je sais pas pourquoi, je voulais tout de suite survoler la station météorologique. Je le sentais bien. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'il va bientôt avoir une tempête qui va survoler le pays et surtout une certaine ville qu'on n'a pas encore énumérée, mais qui s'appelle la cité des cultes là. J'ai oublié son nom, pardon. La cité des cultes, je crois que c'est ça. La cité des cultes, et après la grande ville, la capitale, c'est Toron. Voilà. Donc on apprend que la tempête, elle va traverser cette grande ville, et que miracle, si on arrivait à disperser notre fameuse solution qu'on a préparée, toute la population se réveillerait. Donc ça, c'est une info primordiale. Et comme on a tous les deux des robots qui se transforment en avion, c'est parfait. C'est parfait, exactement. Donc d'où l'intérêt dans ce jeu-là. Bon, moi, je sentais que les robots volants c'était important. Là, j'étais conforté dans mon opinion parce que pour remplir cette posture-là, t'es obligé d'avoir un robot volant de toute façon. Donc, vive les robots des adversaires qui sont tip top. Et ouais, donc après, moi j'ai foncé, j'ai survolé la plage. Je sais pas si tu l'as fait toi aussi. Ouais, il y avait un sort de méca pété, il y avait des dinosaures tout autour. Ouais, c'est ça. Tu peux descendre ou pas de les buter. Bon, c'est une anecdotique. Je sais plus. Ouais.
Moi, je suis allé pour voir ce qu'il y avait dans le cadavre du robot et j'ai rien trouvé du tout d'intéressant et j'ai pris pas mal de dégâts par les robots, hein, au point où mon robot calazarien, là, il allait complètement se péter. Hein. Ah oui, donc pour aller jusque-là, avec ton casque magique, ta plaque de blindage et tout ça, ouais, la plaque, je l'ai pas utilisée parce que je me dis que je préfère le garder pour un nouveau robot que je vais trouver un peu plus tard. Donc là, j'étais un petit peu dans la merde d'ici là. Donc j'ai dit bon, qu'est-ce que je fais? Bah écoute, je vais attendre que je trouve un nouveau robot. D'ici là, voilà, je décide d'aller dans la station météorologique de Port-Tempête. Comme toi, j'ai découvert la tempête. Et est-ce que t'es allé mettre donc comment dire, l'antidote dans la tempête? Bah ouais, avec cette information-là, du coup, j'ai foncé, ouais. Ouais, bah c'est là où moi ils me disent justement de se rendre au paragraphe qui désigne combien en numéro, combien y a-t-il de lettres, voilà, dans la couleur du. Ouais, moi forcément bleu, donc 5, et le livre me dit, bah il se passe rien. Je dis mais je comprends pas. Mince, j'ai bien mis la plante dedans, mais j'ai oublié, enfin j'ai dû sauter ou oublier ou pas avoir lu que ça prenait la couleur violine. Donc raconte, Fred, toi, qu'est-ce qui s'est passé? Ben moi, en fait, je pensais que ça serait le début de l'aventure, parce que comme ça, on aurait de l'aide pour renverser l'envahisseur, et en fait, c'est la fin de l'aventure. Alors, tu survoles la ville, tu maîtrises la tempête, et tu lâches ta bombe, si on peut dire, hein, tu lâches ton gaz. Ouais, qui va arroser tout le monde. Hein. Tu lâches ton gaz, et là, miracle, tout le monde se réveille, victoire assurée, et en 2-3 mouvements. Alors moi, j'avoue que quand j'ai réussi de cette façon l'aventure, en fait, moi, j'ai carrément speedé, quoi. J'ai fait chez le principal, j'ai fait connaître la couleur de la potion, aller dans la jungle, filer aux tempêtes et arriver dans cette ville-là, quoi. Ouais, c'est une version rapide pour finir l'aventure, ouais. Ouais, bon après j'ai dû faire un détour quand même vers le culte, le culte de la gloire à un moment. Mais bon, ouais, cité des cultes, ouais. Ah, sympa. Donc là, c'est l'une des versions comment finir le jeu. Alors moi, j'étais un peu surpris que, comme je disais, moi je pensais vraiment que c'est en fait le début de la rébellion. En fait, non, c'est une des solutions pour finir le jeu. Ouais. Ah bah sympa. Bah écoute, t'as continué après, t'as essayé de le finir autrement. Alors une fois j'ai fini autrement, le petit détail c'est qu'en fait au mieux je suis passé par Industria dès le départ. Et, je suis tombé sur un T-Rex, je sais pas si tu as rencontré, pas le méca T-Rex, mais le T-Rex. Merde, c'est pas bon ça. Ouais, t'es balèze dès le début, c'est ton premier ennemi, ouais, t'en chies un peu avec lui. C'est pas la couverture du livre? Bah aussi, ouais, c'est ça, c'est la couverture du livre. Ouais, donc voilà, on sait à quoi ressemble le robot cowboy contre le T-Rex. Ouais. Le robot cowboy. Ouais, je suis pas fan du nom, franchement. Non, ouais. Et ouais, donc après j'avais comme les informations sur toi, c'était par rapport à Vilgard et les faits que la règle du duel. J'ai fait l'histoire comme ça. Et là, ouais, on va en parler justement de ce qu'on a récupéré dans le musée. Bah écoute, par la suite. Aussi, peut-être un petit truc que t'as pas trouvé, c'est que moi j'ai réussi à trouver quand ils demandent de fouiller là dans le bâtiment administratif si tu cherches vraiment quelque chose. Moi, je savais ce que je cherchais la cape invisible. Ah, et comment t'as fait pour savoir qu'il y avait une cape invisible? Alors c'est ça le truc, faut que je me souvienne. Attends, bah je vais t'aider dans ce cas-là. En effet, il se passe tellement de choses que c'est facile d'oublier dans cette aventure. Bah toi, voilà, tu t'es rendu donc à Port-Tempête. Bah je vais te raconter un petit peu ce qui m'est arrivé moi après Industria. Je me demande si j'ai dû la trouver à Grand Savoir. Ah, peut-être. Hein. Bah moi je vais te dire comment je l'ai trouvé en fait. Pourquoi je me suis rendu une deuxième fois donc à la réserve des dinosaures. Donc après Industria, je me dis bon, je connais le numéro secret pour me rendre au QG secret, Vilgard, qui est le paragraphe 122. Mais je me dis bon, je vais explorer l'U10. J'ai envie de faire un break. Mon robot il est quasi destroy, c'est pas bon. Bah non, je veux dire, je me suis rendu à Port-Tempête, la fiole a pas marché parce que voilà, j'ai mal lu. Oui, j'allais dire comment tu rebondis parce que du coup t'es frustré là. Je suis frustré. Ouais, je suis frustré. Le truc ça marche pas. Je me dis bon, écoute, bah il faut que j'aille attaquer l'ennemi. Hein. Ça y est, je suis tout seul. Donc mon robot il est complètement défoncé. Alors je me rends justement à Vilgard. C'est ça que je me souviens. Voilà, je me suis rendu à Vilgard. Je me dis bon, c'est un QG secret de la planète, c'est nos forces militaires. Il y a peut-être quelque chose pour moi. Donc je me rends là-bas. Et tout de suite, il y a un énorme méca qui n'est pas contrôlé par l'armée, qui a une intelligence artificielle qui me dit voilà, qui êtes-vous, comment est-ce que vous êtes rendu là? Et je lui dis écoute, je suis le seul citoyen de Toron qui n'est pas endormi, j'ai besoin de fouiller l'endroit, que j'ai besoin de quelque chose. Et j'ai besoin d'équipements, d'armes pour attaquer le robot. Alors je suis là en train de traîner mon blindage avec mon casque sur moi.
Et le robot il me dit justement que j'ai niveau de sécurité 0, donc je peux pas explorer là-bas, je peux rien faire du tout. Par contre, je peux accéder au hangar des mechas. Et c'est là où il y a deux mechas qui sont en développement, en construction, qui sont pas tout à fait aboutis, mais qui sont un peu les super mechas quoi de notre peuple. Et il y a donc un robot mecha qui se transforme comme les Macross, et sinon il y a un robot de guerre tank. Ça me fait penser au jeu PlayStation, la Armored Core. Ouais. Je me dis bon allez, il me faut un robot qui se transforme, c'est bien pratique, donc je décide de prendre un robot qui a pas mal d'options, assez sympa, donc le robot de Vilgard, le robot secret des forces alliées, qui est assez cool. Ça me fait penser un peu à les Transformers, la Starscream, celui qui se transforme en avion. Il me fait un petit peu penser à ça à cause de l'illustration qu'il a de sa tête métallique. Allez, je me dis que je prends cet avion-là, et là, allez, je me dirige vers Ludis. Ludis, la ville, en fait, je sais pas si on peut dire une ville, ouais, c'est une sorte de ville arcade. Donc c'est Las Vegas. C'est Las Vegas, ouais, c'est la ville des plaisirs et tout. Je sais pas si on peut dire que c'est le quartier rouge de l'univers. C'est soft hein, comme univers, ils sont très très soft ces gens. Ouais, ceux-là, ouais. Ah, c'est pas comme quand on lit Louardon, hein. Puis ça dépend, il y a j'en parlais justement avec la communauté du podcast, mais ouais, il y a certains défis fantastiques qui sont un peu plus hardcore que d'autres, hein. Là, c'est sûr que ça fait quand même enfin le livre va pas énormément dans la violence, hein. Ça reste quand même un petit PG-13 là. Ah oui, c'est clair. Alors, écoute, je me rends à Ludis, l'énorme salle d'arcade. J'en profite pour rentrer dans le bâtiment et là, j'aime beaucoup la description de Steve Jackson, qui est assez sympa à lire. Alors, c'est ça le paragraphe. Tiens, le voici. Alors, votre robot est garé devant les arcades. Le bruit est presque insupportable dans ce bâtiment, et des éclairs de lumière colorée vous éblouissent violemment. Dans chacune des arcades, un jeu de simulation aggrave encore ce chaos. Lequel de ces jeux allez-vous tester ? Alors pour te dire Fred, je suis pas du tout d'accord avec ce paragraphe. Moi je trouve pas que le bruit est quasi insupportable des salles d'arcade. Je trouve qu'il a un bruit très nostalgique hein, pour nous, la génération années 80, hein, fin 70, même années 70, hein, génération 70-80. Les lumières colorées, le rock and roll, le glamour rock, toutes les choses comme ça, c'est ce qui crée vraiment cette ambiance de salle d'arcade. Et aujourd'hui, le peu de salles que l'on peut trouver jouent sur ce facteur, ce phénomène en fait, de passer du rock and roll d'époque, du synth rock, du synthwave, c'est ça. Donc cette ambiance. Donc ouais, moi je lisais paragraphe, je dis je suis pas d'accord, mais bon, ok, chacun son truc, ou peut-être que ça gueule tellement qu'on supporte pas. Hein. Mais moi c'était assez sympa, j'en ai profité. Et donc 2 bornes d'arcade nous est proposé par le jeu. Il y a le jeu des chasseurs frelons, la chasse aux dinosaures ou le tir au calazarien. Donc j'ai décidé de jouer aux chasseurs frelons. Et là, Fred, c'est assez sympa ce qui se passe. C'est un peu du Wing Commander. On est en train de jouer à un simulateur de vol. Et donc, j'arrive à améliorer mon habilité. C'est ça, tu arrives, faut jouer 2 fois, je crois, pour. C'est ça, ouais. Il faut faire le mode spécial après, qui est assez difficile. Donc voilà, on peut améliorer son habilité au pilotage des mechas. Et après, je décide donc de jouer au jeu de chasse aux dinosaures. Et le livre est assez intéressant, où le paragraphe nous explique que c'est un peu bizarre comme jeu. On a l'impression de jouer vraiment à un simulateur 100% de chasse aux dinosaures, ça fait pas du tout arcade. Et quand le jeu se finit, sur l'écran se voit une phrase qui nous dit, je crois que c'était modèle numéro 3. En modèle numéro 3, oui c'est ça. Ouais, donc je me dis bon, ok, je sais pas ce que c'est, modèle numéro 3, pourquoi pas. Et puis après il y a le tir au calazarien. Alors ça, j'en ai pas profité, tu l'as fait toi ? Non, je l'ai pas fait le tir au casarien parce que je crois que si j'ai dû le faire une fois dans une aventure, j'ai foiré et ils avaient dit que ça servait à rien. Alors Fred, je risque d'inverser, mais pour ceux qui ont lu le livre, qui se souviennent, je sais pas si c'est le chasseur frelon ou le tir au calazarien qui nous permet d'améliorer notre habilité. Mais voilà, j'en ai fait que 2 quoi. C'est sûr et certain que j'avais fait la chasse aux dinosaures et puis l'autre. Après je me dis bon, ça fait assez de temps, vaut mieux se tirer, non ? Bah c'est ça, je pense que si tu t'enchaînes sur le tir au casarien, ils te disent que ça te prend trop de temps, que t'as autre chose à faire. C'est ça. Ok. Bah écoute, il y a l'aérodrome qu'on peut explorer. Je crois que j'avais lu qu'il y avait un méca là-dedans, si jamais on a besoin, une sorte de avion-char. Ouais, alors je me souviens pas de ça. Ils sont en piteux état, c'est ça Ouais, enfin c'est pas super, contrairement aux versions bêta que j'ai du Macross là de Tauron. Donc moi ça me va. Bah écoute, à ce moment-là, c'est là, Fred, où je me dis ah bah tiens. Attends,
le simulateur de chasse aux dinosaures. J'ai exploré la réserve des dinosaures et je me souviens qu'il y avait quelque chose que je cherchais dans le bureau. Donc j'y retourne et en fait quand on est dans le bureau, hein, comment dire pas le bureau là. Le bâtiment administratif. Et voilà, je retourne au bâtiment administratif et je passe donc au paragraphe numéro 3. Et c'est là où il me dit qu'on voit un cintre accroché et on détecte, en fait, on le voit pas, mais on détecte qu'il y a donc une cape d'invisibilité qui tient sur le cintre. Et donc voilà, on acquérit donc la cape d'invisibilité qui a une seule recharge à l'intérieur comme on n'a pas le plan d'utilisation. Donc on sait qu'il faut appuyer sur ce bouton-là, mais on sait pas comment la recharger. Donc on peut l'utiliser une seule fois. Donc pas mal. Je garde ça sur moi, je dis bon, une cape d'invisibilité, c'est sûr que ça va être pratique. Et là, bon, je me dis c'est le moment, il faut que j'aille attaquer l'ennemi, mais il reste encore 2 villes, hein, il reste la Cité des Cultes et Tauron. Allez, c'est parti, je me rends à la Cité des Cultes. Alors là, Fred, raconte-moi ton expérience dans la Cité des Cultes. Alors moi c'est comme les arcades, je n'ai pas trop senti ce truc-là. Ouais. J'ai fait celui de la gloire, c'est ça? Ou tu l'as pas fait toi, le culte de la gloire? J'ai tout fait moi. Je me suis bien éclaté. Ouais. Alors pour savoir, il y a le temple de la paix, le temple du néant, le temple de la peur et le temple de la gloire. Voilà. Moi j'ai dit, je suis en pleine révolution, je suis tout seul, faut que je fonce au temple de la gloire. Donc c'est bien, ça m'a. Je crois qu'il y a un combat et puis après. C'est ça, en fait, on se rend devant le temple, il y a comme une voix qui nous dit est-ce que tu es prêt à. C'est pas contre son double, en fait, c'est ça. Voilà, en fait, on se bat un peu contre son alter ego, son doppelganger. Et si on arrive à la battre, on gagne des points d'habilité. C'est ça. On est béni. On est béni, ouais, on regagne notre total et tout va bien. Donc moi, du coup, j'étais super fier. Je me dis, moi, le temple de la peur, j'ai pas peur. T'y es allé? Et pire, je me suis acharné. J'y suis allé, ils me ont dit, vous avez vraiment peur. Vous ressortez, est-ce que vous y retournez? J'y retourne, ils m'ont fait ça encore pire. Enfin, bon, ça, c'est vraiment ouais, c'est un piège, en fait, le temple de la peur. Je pensais qu'après une première épreuve, il y aurait une récompense, mais même pas, en fait. Ouais, c'est le piège complet. Hein. Ouais. Alors Fred, après je décide de me rendre au temple de la paix. Et là, c'est un endroit où il y a des moquettes avec des coussins partout. C'est un endroit très paisible, hein, de méditation, un peu le truc de yoga. Sauf qu'il y a énormément de gens qui sont endormis. Et je me rends devant la statue qui représente donc le dieu ou la déesse de la paix. Et le livre me propose donc de faire 3 choses. Pour quelle chose je veux prier? Donc je me souviens, l'un était intéressant, c'est je peux prier pour justement de la paix. Ou je peux prier justement pour la guerre, ou le dernier c'était prier pour la gloire, je crois que c'est ça. Donc je décide, bon là je suis mort une fois, je décide de prier pour la paix, et en fait ce qui se passe c'est que je me sens entouré d'un bonheur incroyable, et puis en fait je m'endors. Super. Génial, voilà, l'aventure se termine là. Si on décide de prier pour l'attaque, le temple de la paix s'en prend à nous, parce que voilà, c'est le temple de la paix, il faut pas prier pour l'attaque, enfin pour la force de frappe. Donc on se prend, je crois qu'on est maudit, on perd de l'habilité. Et si on prie pour la gloire, je me sais plus si c'était la gloire, mais le succès en fait, on est béni justement de force, et je crois qu'on a tous nos points de chance qui sont rechargés à 100%. Oui, sans doute. Ou c'est peut-être le temple du néant. Après, écoute, je me rends au temple du néant. Le néant, c'est assez intéressant, il se passe rien du tout. Et voilà, c'est le temple du néant. Par contre, si on se concentre et sur notre aventure, notre quête, les choses commencent à se matérialiser en face de nous. Ah bon? Et on se rend compte qu'on a un but et un objectif. Et voilà, donc ça restaure aussi de l'habilité. Et je crois qu'on trouve des pilules aussi, tu sais, les pilules qui redonnent de la vie dans l'univers. Donc voilà, c'est un peu au lieu des rations, tu sais, des repas qu'on trouve les vives. J'ai gagné 2 pilules une fois. Voilà, c'est les petites pilules de vitalité qu'on peut manger, et puis voilà, ça restaure nos points d'endurance. Donc voilà, je me dis bon, assez de choses assez bizarres hein, dans les cités des cultes. Il est temps de se rendre à la capitale, Fred, Tauron. Où la capitale, pendant longtemps, elle m'a bien résisté. Bah écoute, il y a 3 endroits spécifiques. Il faudrait que tu me racontes. Je sais qu'il y a le Capitole, la Banque centrale et l'hôpital. Yep. Alors, comme moi j'ai beaucoup loupé l'aventure au début, 4 fois je disais, c'était toujours là. Hein. Les ennemis sont forts, faut vraiment faire gaffe à tous ces déplacements. On a beaucoup de choix. Moi j'ai essayé de foncer bêtement.
dans les différents endroits. Après, je sais pas, la banque, je crois que à part être un traquenard, ça sert pas à grand chose. Je sais pas si t'es allé au bout de ce passage-là, Xavier. Non, moi, en fait, je me suis dit c'est la fin. Il faut que je réussisse l'aventure. J'ai foncé tout de suite au Capitole. Bah, la fois où j'ai réussi grâce à la cape d'invisibilité, ouais, c'est ce que j'ai fait comme toi. J'ai dit je fonce, j'ai la cape, j'avais vu qu'il traînait plusieurs fois. Je me dis cette fois-ci je l'ai, je veux voir ce que c'est, quoi. Ouais. Bah écoute, on s'est rendu au Capitole et c'est là où on voit en fait le glaive de notre nation. Tu l'as trouvé ça? Non, j'ai pas trouvé. Ah, bah écoute, alors c'est assez intéressant, mais on peut trouver au Capitole donc de Tauron le glaive qui représente notre pays. C'est un peu l'Excalibur du peuple. Et il y a deux gardes qui sont en train de discuter et on entend via leur communication qu'il y a donc apparemment le commandant Lèche qui est le général, c'est ça, des ennemis adverses, des Calazariens, qui vient récupérer l'épée pour ajouter à sa collection d'objets de conquête. Par contre, c'est là, je me dis non, ça, il faut que je la garde. Justement, et ce que je vais faire, c'est essayer de trouver Lèche pour invoquer, la règle du duel. Et comme j'aurai l'épée du peuple, je pense que ça va bien m'aider. Donc j'enfile la cape d'invisibilité. Et le truc, c'est que comme il y a les deux gardes en face de nous, même s'ils ont le dos tourné, il faut tester sa chance pour voir si on arrive à se faufiler l'épée sous la cape pour pas qu'il la voie. Je reviens sur ce que tu dis. Donc tu me dis en fait que toi la cape, parce que moi je me souviens que la cape il te propose de la mettre tout de suite. Mm-hmm. Et toi t'as attendu et tu l'as mis après. Donc c'est ça. J'ai attendu un petit peu et puis après je suis allé la piquer. Ouais. Ah, c'est intéressant parce que moi du coup je suis passé à côté de l'épée. Bah écoute, j'ai ramassé l'épée, j'ai réussi mon jet de chance, et là j'avance un peu plus loin vers le QG des Calazariens. Et je suis dans mon méca bien sûr, mais là je me dis, je peux pas arriver dans le méca, je sens que ça va être la bataille, donc tant pis, hein. Allez, je sors du méca, donc je fais exprès de me faire capturer, et je leur dis tout de suite, voilà que j'invoque la règle du duel. Les soldats, en fait, ils sont bien surpris de ce que je leur dis, et en tout silence, bon, ils me piquent l'épée, tout mon équipement, mon armure, mon casque, et ils me ramènent devant le commandant Lèche. Donc le commandant Lèche, c'est un peu un homme assez robuste, on dirait presque un, Mike Hagar de Final Fight. Donc un homme chauve avec une barbe, ouais, ça me fait penser à ça. Homme chauve avec une barbe, l'habit militaire, avec les épaulettes en ficelle, les médailles partout sur le torse. Détail assez intéressant qui ajoute encore plus à son intimidation, c'est le bandeau de pirate qu'il a autour de l'œil, hein. Donc voilà, un œil borgne, et puis il nous regarde, il soulève son poing, et puis il voit tout de suite, avec un petit rire sadique, que ça fait bien rire qu'on décide justement de le confronter pour la règle du duel des peuples. Le truc, c'est que... Ouais, dis-moi. Alors moi, est-ce que je peux faire la partie pour comment ça s'est déroulé pour moi, parce que je pense qu'on va arriver au même chiffre. Ouais, parce que là on arrive à la fin, donc moi c'est l'une des deux fins que l'autre fin en fait je l'ai lu assez rapidement, mais voilà, moi j'ai pris celle-ci où je lance la règle du duel et j'ai l'épée justement. Donc je le surprends, j'ai l'épée du peuple, je lui dis justement c'est l'épée de mon peuple, c'est normal que je me bats avec, et lui il a l'épée bien sûr des Calazariens. Donc là c'est le duel et le mec il rigole pas, il est assez balèze. Hein. Ouais, alors toi tu t'es fait donc capturer, t'as lancé un défi, tu te bats quoi avec ton épée, son épée. Voilà, alors, c'est ça. Alors bien sûr, juste pour te raconter ma fin, moi j'arrive à le couper. Enfin dans ma version, moi je lui coupe la tête. Voilà, donc c'est la fin du combat. Comme c'est leur loi, hein, bah il y a tous les Calazariens qui comprennent tout de suite. Bah voilà, Tauron ne leur appartient pas, et ils décident donc de quitter la planète. Ils se ramènent tout leur force et puis ils quittent. Et voilà, je me retrouve tout seul sur ma planète. Bon, j'imagine que je peux retourner au labo faire une autre potion, non? Bah oui, s'il reste encore des plantes. Ouais, cette fois, il faudrait que ouais, s'il reste encore des plantes. Donc peut-être dans cette version-là, je me retrouve tout seul sur la planète. Ah oui, quand même, ils te disent pas qu'ils se réveillent, les gens, non? Non, bah non, moi, ils se réveillent pas. Alors, vas-y, raconte-moi, toi, ta foi. Alors moi, dès que je suis arrivé dans la capitale, j'en avais tellement morflé les autres fois quand j'avais foiré, donc je me suis dit j'ai la cape d'invisibilité, je fonce à la capitale et je la mets tout de suite. Mm-hmm. Et là, dès que tu rentres, comme par magie, tu tombes sur lui. Tu tombes sur lui, il t'a pas vu, personne t'a vu. Général Tauron. Ouais, t'es face à lui, il y a personne autour. T'as l'opportunité de le tuer spontanément comme ça, mais malheureusement, comme c'est vil et traître, c'est pas la bonne façon de procéder, donc à ne pas faire. Et sinon, tu peux te découvrir et lui lancer un défi, pareil, en invoquant la règle 111. Donc là, il nous prend pas tout de suite au sérieux. Il nous demande de faire un premier duel contre son bras droit, son meilleur
son meilleur combattant. Donc déjà, ouais, c'est pas mal, quoi. Le mec, il est costaud, il sort avec 10 partout, quoi. Aïe. Donc ouais, 10 en habilité, ça fait mal, 10 ou 11, je sais plus. Sérieux, ouais, là c'est merde. Là, c'est balèze. Bon, moi j'ai eu des bonnes caractéristiques, j'ai eu de la chance. Donc après ce combat-là, on en morfle un peu. Il y a un mec qui est sympa, il nous rebooste un petit peu. Ah oui, bah dis donc. Et là, on se rend compte qu'en fait, que c'est pas, comme ils disent, c'est pas forcément tous ils sont pas tous des mauvaises personnes. C'est pas dichotomique, les gentils, les méchants. Ouais, les choses sont pas noires et blancs, c'est sympa ça. Ouais, ils sont pas tous des. Tu t'es combattu contre eux tout le long, mais en fin de compte, grâce à cette règle du duel, en fait, ils gardent quelque chose de chevalier. Donc, on va dire que c'est des bons ennemis. En plus, ils ont du bon matos. Ah ça. Franchement, moi, leur mirmillon, là, leur truc qui vole et qui marche, pour moi, c'était le must. Hein. Bah moi, tu vois, j'ai même pas trop eu l'occasion d'utiliser la version bêta de Tauron, du mecha. Ouais. Et donc, pour revenir, comme t'as battu le mec son bras droit en duel, bah, tu te fais un peu cicatriser, et là, en fin de compte, tu le bats. Bah, tu te bats contre lui. Après, lui, c'est pareil, hein, c'est le boss du jeu, donc il est balèze. Et dès que t'as fini, moi, tout ça, par contre, c'est vraiment happy end. T'es le sauveur, ils arrêtent le gaz, tout le monde se réveille, et tu vois, tout est acclamé, t'es le héros, quoi. Ah, cool. Ouais. Sans l'épée du peuple de Toroni, mais... Ouais, bah c'est marrant. Je crois que l'épée, justement, ça lui montrait que j'étais peut-être le guerrier, le conquérant de Toroni, que je représentais le warrior. Alors, sympa. Alors, Fred, tu veux que je te raconte la troisième fin? Bah, du coup, on en a fait 3, là. Parce qu'on a fait la tempête. Ouais. Ah oui. Le défi de ta façon et le défi de la mienne. Eh bah tu vois, comme quoi il y a d'autres fins dans le livre. Encore? Ouais. Alors attends, celle-ci, je crois qu'elle va te faire péter un câble. Moi, elle m'a vraiment surpris. Ok, Fred. Donc vas-y, je te raconte cette autre fin qui est assez sympa. Bah vas-y, oui, vu que je l'attendais pas du tout celle-ci. Voilà, donc on se rend au camp ennemi des Calazariens avec notre robot. Et là on atterrit au sol et on doit justement on va attaquer la base. Donc avec notre robot. Donc on continue en robot et on arrive à détruire les forces calazariennes et on doit justement se débattre contre d'autres gardes pour arriver justement vers le fait qu'on doit utiliser un brouilleur pour je crois que c'est pour péter leur signal de détresse au tauron, tu sais, leur signal de communication. Donc une fois qu'on fait ça, une fois qu'on a détruit vraiment la plupart de leurs forces, alors là je te raconte pas le robot qu'il nous faut pour en arriver là. Voilà, c'est balèze. À ce moment-là, il y a donc le commandant Lèche qui arrive, mais qui est dans un mecha qui est ultra balèze, ça s'appelle le Super Tank. Alors le Super Tank, c'est un sorte de mecha robot tank hérissé, et en fait on croit que c'est des épines, mais ce sont juste plein d'armes qui sont sur lui, un canon lance-flamme, un canon à obus, enfin c'est une arme de guerre massive. Et donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on découvre justement que c'est un combat assez difficile. Mais voilà, c'est l'une des fins que l'on peut obtenir, c'est justement en se battant contre Lèche à bord de son mecha robot tank. Et toi, face à lui, t'avais quoi comme robot alors? Bah moi justement j'avais le robot bêta que j'ai pu utiliser à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est l'une des fins où j'ai pu utiliser ce robot. Alors je me souviens plus trop, Fred, mais il y avait un truc justement où il fallait donner un mot de passe. Je crois qu'il fallait attaquer les gardes quand on traverse le camp, juste avant qu'on rencontre le super tank. Mais il fallait utiliser le brouilleur, tu sais, qu'on avait récupéré sur l'un des cadavres du robot. Et c'est à ça que ça sert pour passer à travers la base. Alors moi ça, le brouilleur, je l'avais récupéré une fois, mais ça m'avait pas permis de finir l'aventure, donc. Ça sert à ça, ouais, pour cette fin alternative. Non, moi j'étais pas arrivé jusque là avec cet objet-là. Alors, je me demande s'il y a d'autres fins. Non, je pensais que c'était 3, donc là on est à 3,5, on va dire. C'est ça, 3,5. Parce que comme le boss on peut le tuer de deux façons, tu vois, c'est marrant, je savais même pas. Ouais, le boss dans son méca. Enfin voilà. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'en fait, on voit qu'il y a un peu des chapitres Carrefour où tu peux revenir, qui sont les descriptions des villes ou les différents choix. Mais c'est vrai qu'il est assez bien fait comme ce bouquin avec les codes secrets. C'est ça, c'est vraiment sympa. Moi qui retrouvais ces mécanismes-là, qui n'avais pas vu ça depuis longtemps, j'ai trouvé ça bien fait quand même. C'était sympa à jouer, quoi. C'était sympa. Alors Fred, la grande menace des robots, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est une recommandation pour toi?
Pour moi, oui, parce que moi, je voudrais dire que je suis presque néophyte, donc j'ai pas suivi les grandes séries. Je pense que ceux qui sont plus habitués aux autres univers, ils sont peut-être pas forcément fans, parce que oui, il est vraiment différent celui-ci. Moi, nous, les règles, on disait que c'était vraiment sympa, ça apportait quelque chose. Maintenant, l'histoire, elle manque un peu d'âme, quand même. On disait, on est plongé, notre personnage a pas vraiment d'importance, on est projeté en avant, c'est la course perpétuelle, c'est sympa. Mais en plus, faut être fan de l'univers mecha dinosaure. Je suis pas sûr que le match il ait vraiment été fait entre les deux. C'était what the fuck, mais de là à ce que ce soit vraiment trépidant, moi je m'attendais à quelque chose de plus compliqué, parce que bizarrement, même si on a beaucoup foiré, quand tu le réussis, ça s'enchaîne bien quand même. Je sais pas, après c'est ton opinion, mais... Bah écoute, moi, mon point de vue, je trouve que en effet, si c'est un livre qu'on attaque dans la saga des défis fantastiques, tu sais, après la Reine des Neiges, après tellement d'autres livres où on continue un petit peu dans l'univers de Titan, là c'est sympa, on plonge dans un autre univers. Le problème c'est que tout l'univers de Titan a eu pas mal de livres pour le développer. Il y a vraiment tout un univers, des personnages communs, des villes, des endroits qui sont, tu sais, rappelés dans l'aventure. On continue à construire cet univers et à rencontrer d'autres héros, d'autres antagonistes. Là, voilà, on plonge dans une histoire qui va nous parler d'un autre univers, quelque chose d'autre. Mais le truc, c'est que c'est un one-shot. Voilà, c'est le one-shot, il n'y a pas d'autres livres sur l'univers de la grande menace des robots. Pourrait y en avoir, Moi, franchement, tu sais... ce livre-là, je suis fan comme tu le sais, de mecha japonais. J'aime beaucoup tout ce qui est les séries japonaises mecha, que ça soit, en passant par Pat Labor, Macross, Gundam. J'aime beaucoup surtout le tout premier Gundam, qui a été le tout premier Ator, pas les autres histoires qui sont arrivées par la suite, mais la toute première qui ressemble, Fred, crois-moi, vraiment quasiment à cette histoire. La toute première saga Gundam, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui découvre que c'est... il découvre le fameux Gundam, le fameux robot, qui est une relique cachée de leur planète, où ils sont attaqués par des envahisseurs qui sont bien plus puissants qu'eux. Mais le robot Gundam, c'est un robot équipé avec un armement et un blindage pas possible. Et ce jeune homme, justement, va réussir à sauver son peuple, qui est envahi par cet envahisseur, en fait, qui sont bien mieux équipés qu'eux. Et ça me fait penser à ça, parce que c'est ce qui se passe dans l'histoire de la grande menace des robots. L'envahisseur est bien plus puissant que nous. Bah c'est ça, on utilise leur robot de façon pour finir l'aventure. Donc moi ça me faisait penser vraiment à ça. Donc je me fixais, tu vois, l'univers de Gundam, avec un petit peu tous ces systèmes de bataille, les robots inspirés de Macross et les robots qui se transforment en avion, en mecha, et des trucs assez sympas. Donc moi ça me fait penser à ça. Je pense que si on veut s'éclater, bon ça se fera jamais, mais on peut réécrire, reprendre le livre, mais en fait, l'adapter à l'univers de Gundam ou Macross, le livre il marchera, il aura son succès avec ce public-là. C'est un livre assez sympa. Mais là, voilà, en reprenant l'histoire, par contre, il faut enlever l'histoire des dinosaures. Là, c'est un peu. C'est ça, en fait, les dinosaures, c'est too much, mais c'est ça qui le rend intéressant et. Mais je sais pas, tu vois, moi je me dis, Fred, qu'est-ce qui se passe si on enlève les dinosaures de l'aventure et tu vois le QG des dinosaures, là où il y a la cape invisible, on change tout ça. On change tous ces détails-là. Je pense que ça serait intéressant. Pour moi, les dinosaures, ils sont de trop. Et oui, c'est ça, ils sont un peu de trop. Ouais. Et ils sont pas importants dans la ligne rouge, la continuité. Les dinosaures n'ont pas un impact important au bout d'un moment dans le scénario. Non, c'est ça, ils servent à rien, c'est pour meubler. Ils servent à rien, ouais. C'est pour le folklore, on va dire, mais c'est ça qui fait. Je pense que c'est pour ça que le jeu n'a pas été compris, mais nous, ça nous a tiré pour faire un truc différent, et c'est ça. C'est ça. Tu sais, quand tu lis quand tu vois la couverture, moi, franchement, je m'attendais à ce qu'on soit l'armée de terre qui soit envoyée contre des envahisseurs dinosaures. La grande menace des robots, je me dis bon c'est ça, la couverture c'est un T-Rex qui se bat contre un mecha. Ok, et quand je commence à lire le livre, je me dis mais non, mais pas du tout, mais là c'est complètement Gundam en fait ce que je suis en train de lire. Mais voilà, il y a cet ingrédient en plus des dinosaures. Et comme je dis encore une fois, voilà, pour moi ça n'a rien à faire là-dedans. Donc oui, c'est une histoire assez sympa, mais tu sens que voilà, tu sais, c'est du 50-50 pour moi quoi. Donc c'est un livre moyennement qui est assez sympa, mais je pense alors la règle des robots est excellente. Donc c'est pour ça que je sens qu'il pourrait avoir il aurait pu avoir un truc un peu plus s'il était basé sur un univers qui existe déjà, qui a déjà une fondation. Et comme tu disais, tu vois, qu'il ne soit pas aussi creux, parce que là on sent que c'est un peu creux, quoi. On sent qu'il manque des choses. Notre héros, c'est un peu personne, tu vois, c'est juste le gamin qui élève des dinosaures. Non, c'est ça qu'on disait en plus, les robots, en fait, tu choisis vraiment en fonction de leurs caractéristiques, si tu préfères, leur vitesse. Ouais, ça c'est sympa, c'est jeux vidéo.
Voilà, et donc c'est vrai que même il y en a qui sont, il y a le serpent, je sais pas si tu l'as vu, qui est dans certains terrains il est mieux, bon bref. Et en fait c'est vrai qu'ils ont plein de règles, et s'ils faisaient un univers où en fait il y aurait plein de robots, un peu comme des Pokémon, j'exagère un peu, mais tu vois, t'aurais tous tes robots, là, ton armée de robots, tu pourrais changer, il y aurait des trucs différents, tu pourrais regarder quelques-uns, ça pourrait cartonner, parce que les règles des robots sont vraiment sympas. C'est vrai qu'après les dinosaures, à part faire de la chair à pâté, de la chair à canon, ça sert pas à grand chose. Non, ils servent à rien. Je trouve que c'est assez, en fait, l'histoire de notre peuple de tauron contre les Calazariens, c'est sympa. Pour moi, ce livre est assez sympa en trilogie. En trilogie, tu sais, il y a vraiment la première, c'est l'invasion. Après, c'est tu sais, presque comme l'Empire contre-attaque. Dans la deuxième, on se retrouve à moitié mort. Et dans le troisième, on incarne le frère ou le père du héros. Et puis dans le troisième, c'est la grande offensive. Oui. Je viens de créer tout ça maintenant, hein. J'ai pas du tout écrit tout ça à l'avance. Mais je pense que si on ait fait tout ça, sans les dinosaures, on les élimine complètement, on pourrait avoir une trilogie intéressante. Après, ouais, c'est ça. En fait, ils se sont dit, bon, de toute façon, le truc robot dinosaure, ça tient pas la route. Donc on va en faire un pour se marrer. Et puis, ouais, mais c'est vrai que des purs robots, ça serait peut-être plus tenable. Ça me fait penser, donc, du coup, lui, j'avais regardé, il fait donc partie d'une série de livres un peu différents, là. On en parlait, de SF, il y en a 4. Et je sais pas, les autres, t'as dû les connaître aussi. Il y a Rendez-vous avec la mort, moi, je t'en avais parlé de celui-ci, tu te souviens? Ouais, Rendez-vous avec la mort, ouais. Et Le Chasseur des Étoiles aussi, ouais, d'autres SF, hein, et puis Planète Rebelle. Ouais, ça c'est les SF, ouais, donc les SF c'est Mercenaires de l'espace, le Justicier de l'univers, Chasseur des étoiles et la Planète Rebelle. Ouais, les Trafiquants de Calter. Ah, c'est aussi la SF, ça j'avais un doute. Ouais, c'est SF aussi, ouais, ils sont sympas ceux-là. Et ouais, donc Rendez-vous avec la mort, c'est celui où tu peux jouer un super-héros. Je te dis, moi c'est le premier que j'avais fait, celui-ci. Ah ouais, non, c'est sorte d'SF, c'est plus comic books américain, Rendez-vous avec la mort. Ouais, tu joues un super-héros, faut que tu choisisses ses pouvoirs. Donc moi j'y avais joué, c'est celui que j'avais joué quand je devais avoir 12-13 ans. Je me souviens, j'avais pas réussi à le finir. Ça me ferait marrer de le refaire celui-ci. Ouais, on pourrait se lancer là-dessus pour une prochaine fois. Et il y en a un dernier, c'est le combattant d'autoroute de genre Mad Max. Ouais, les combattants d'autoroute de Joe Dever. Et celle-ci, la couverture, m'a carrément marqué, quoi. C'était sympa, ouais. Bah écoute Fred, justement ce que j'avais fait moi récemment, m'adresse aussi aux auditeurs, vous avez vu j'ai posté sur le réseau Facebook, voilà pour ceux qui ne sont pas abonnés à Facebook, qui n'utilisent pas, n'hésitez pas à nous écrire un mail donc à bureau @toceti.org, donc TAU centrale ceti.org. Si vous avez des recommandations, ces temps-ci je suis en train de créer la liste 2015. Alors j'ai vu qu'il y a pas mal de recommandations. Fred, ça serait sympa, je pense que ça t'intéressera, mais sur les romans, la saga de la Voix du Tigre. Voix du Tigre. Ça me dit quelque chose, ça. On incarne un ninja. Ah oui, ça peut être sympa, ça. Ouais. Moi, je fous des atémies dans la tête des Chinois. Des atémies dans la tête. Alors voilà, juste pour nos éditeurs, écoutez, vous serez bien heureux de savoir que c'était prévu au programme, car c'est le prochain livre. Donc le prochain livre, c'est nous rentrons donc dans la saga de la Voix du Tigre. Alors j'ai trouvé ça sympa, vu que pas mal de gens le recommandaient, je fais vous allez être bien heureux de savoir que c'était prévu au programme. Mais pour la suite, voilà, à vous de voir, il y a pas mal de choses intéressantes. Donc Fred, est-ce que ça te dit qu'on fasse la Voix du Tigre ensemble ? Alors il y a combien de bouquins parce que dans la Voix du Tigre, il y en a 6, mais on pourrait faire le premier ensemble. Pourquoi pas ? Et un petit rendez-vous avec la mort pour se remettre dans le bain, non ? Ah ouais, ça serait sympa aussi, rendez-vous avec la mort. En tout cas, auditeurs, c'est sûr et certain que le prochain, ça sera la Voix du Tigre. Fred, si tu préfères jouer les super-héros, bah écoute, ça sera avec plaisir qu'on le fasse ensemble aussi, plus tard cette année, qu'on fasse rendez-vous avec la mort. Ouais, il y aura un côté nostalgie, je pense que ça me ferait bien plaisir pour celui-ci. Ouais, ça sera sympa. Bah je te propose qu'on se fasse ça cet été. Bah pas de soucis, cet été. C'est un rôle. Les palmiers. Bah écoute Fred, voilà pour finir sur la grande menace des robots. Pour moi, c'est c'est la série B en fait des défis fantastiques. Ça reste amusant, c'est une aventure assez sympa, mais voilà, si on veut un monde un peu plus profond, un peu plus complexe, c'est pas le roman qu'il faut choisir quoi. Ça reste avant tout de l'amusement. C'est assez délire. Oui, c'est ça, c'est comme ton film là, série B, ça se prend Robot Jocks. Ouais, Robot Jocks, faut pas prendre ça au sérieux. C'est divertissant. Maintenant, oui, ça peut mieux faire. Je pense que toi et moi, on aime les univers un peu plus étoffés, de la continuité. Là, c'est un one shot, une aventure à vivre. Du coup, les fins alternatives, c'est bien, on peut la revivre plusieurs fois. Bah écoute Fred, je te remercie d'être resté avec moi sur ce podcast. On s'est vraiment bien marré, hein. C'était bien sympa. Non, ça fait un plaisir. Hein. C'était sympa, ça faisait longtemps. Ouais. Je te propose qu'on se quitte sur un morceau, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, de Macross, d'un des OAV. Bah excellent choix. Écoute, on se termine sur le morceau Voice du OAV Macross Plus. Et sur ce, auditeurs, je vous dis à très bientôt. Ciao. Salut tout le monde.
見